Benjamin inspire toute une génération qui voit en lui l'espérance d'une vie réussie et respectueuse de la planète. Humaniste et entrepreneur dans l'âme, il casse les codes du business traditionnel en privilégiant la rentabilité plutôt que la croissance. Il innove face au vide faquin perfusé au contenu LinkedIn et stimulé par des levées de fonds dont les médias raffolent. Place à l'autofinancement pour faire grandir plutôt que grossir votre petite entreprise et ainsi vous laisser du temps pour voir grandir vos enfants. En parallèle à son emploi, Benjamin a su tirer parti du web pour développer ses qualités d'artisan et devenir petit à petit indépendant financièrement. Il s'est aligné à ses convictions en produisant sa propre nourriture, il se déplace désormais à vélo et court le marathon en 2h40. Il ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour le monde. À travers ce podcast, il répond à vos questions les plus complexes tout en vulgarisant ses expériences d'entrepreneur et d'intrapreneur. Alors rejoignez l'aventure et vous aussi expérimentez une vie plus équilibrée et surtout alignée à vos convictions. Salut à toi Nelly, je suis contente de t'accueillir sur le podcast là, de l'Oncle Ben. Merci de l'invitation, je suis très contente d'être là aussi. Alors, petit exercice intéressant puisqu'on est au Mexique avec toi, au soleil. Mais oui, voilà, je t'ai découverte il y a quelques temps, il y a peut-être un peu plus d'un an. On a eu l'occasion de travailler ensemble sur une mission et quelques échanges constructifs sur ton domaine d'expertise qui est le SEO. Donc ça tombe bien, tu vas être là pour ça, pour nous parler un petit peu à la fois de ta vie d'entrepreneur, parce que c'est avant tout ce qui nous intéresse. Et puis on glissera forcément tout doucement vers ton expertise qui est le SEO. Donc je vais commencer par te demander de te présenter. Donc on va commencer par cette première partie présentation. On continuera sur une seconde partie avec vraiment le cœur de ton réacteur, donc vraiment ton entreprise, etc. Ensuite, on parlera en troisième partie un peu de ton lifestyle dans la vie de tous les jours, etc. Et de ton mindset, donc ton état d'esprit. Et pour terminer, un petit avis sur le monde qui nous entoure, tel qu'il soit. Donc, je vais te donner la parole, je vais te demander de te présenter, donc connaître un petit peu ton background, ton éducation, dans quel environnement tu as grandi, etc. Et puis, on déroulera petit à petit les questions. Donc, je m'appelle Nelly Kempf, j'ai 33 ans. C'est toujours compliqué, ça change chaque année, faut suivre un peu. Et ça fait maintenant, comme tu l'as dit, 5 ans que je vis au Mexique. Donc, la plupart de mes clients sont en France, mais moi, au quotidien, je suis au Mexique. Mais avec le monde moderne dans lequel on vit, il n'y a pas du tout de problème là-dessus. Et alors, dans quel environnement j'ai grandi? Écoute, mon père était ingénieur. Ma mère, elle a fait plusieurs jobs. Quand j'étais plus petite, elle travaillait un peu tout ce qui est autour de l'éducation, le social, etc. Et puis ensuite, elle a migré un petit peu plus vers la santé. Elle a été présidente de Mutuelle Santé. Donc voilà, mes 2 parents ont toujours travaillé. Mais on ne parlait pas trop, tu vois, de boulot à la maison. J'ai compris très, très tard ce qu'ils faisaient. Comme je pense beaucoup d'enfants, c'est toujours « Ah oui, papa travaille dans cette entreprise. Qu'est-ce qu'il fait ? Aucune idée ». Donc voilà, j'ai grandi proche de Valence, donc entre Lyon et Marseille, dans une un petit village même. J'avais la chance d'être à la campagne avec plein d'animaux, dans une ancienne ferme. Donc c'était très, très cool. Voilà. Est-ce que tu veux d'autres détails ? Comment tu es venu donc, à l'entrepreneuriat? J'ai cru comprendre que tu avais beaucoup voyagé. Il me semble que je t'ai vu passer au Canada notamment. J'ai regardé un petit peu en préparant l'interview ton historique. Donc, est-ce que tu as fait beaucoup de voyages? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et puis, comment tu es venu dans l'entrepreneuriat? À quel moment tu t'es lancé là-dedans, on va dire? Ouais, tu as bien fait tes devoirs. J'ai vécu en fait, j'ai fait un échange universitaire au Canada, donc j'y ai vécu pendant un petit peu plus de 6 mois. Et en fait, alors mes parents ont voyagé un petit peu, mais pas trop. En fait, on avait un camping-car, donc on partait en vacances, tu vois, ou plutôt en week-end. En fait, j'ai plutôt des souvenirs de week-end pendant lesquels on partait, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs de voyages à l'étranger avec mes parents. J'ai une tante qui habite à l'étranger, donc on allait la voir un petit peu. Mais j'ai vraiment commencé à voyager l'année de mon bac, en fait. Mon premier voyage, c'était avec une copine. On est parti pendant 1 mois faire le tour d'Europe en train, en backpack. On dormait sur les plages. J'ai toujours été un peu aventurière, donc ça m'a jamais fait peur. Et après, pendant toutes mes années d'étudiante, en fait, j'essayais de grappiller les moindres euros parce que j'avais pas beaucoup de sous en tant qu'étudiante, comme beaucoup de monde, je pense. Mais par contre, j'avais toujours mon objectif de voyager chaque année.
Donc, tout bêtement, tu vois, quand j'allais au bar avec mes potes, au lieu de prendre une pinte à 5 euros, moi, je prenais un verre de Ricard à 2 euros ou des trucs comme ça. Donc, en fait, c'est les petits gestes du quotidien qui m'ont permis à chaque fois de voyager pendant 1 mois par an pendant mes études. Donc, je suis partie beaucoup en Asie, je suis partie un peu en Europe. Après, je faisais beaucoup aussi des petits voyages où j'allais souvent voir mes potes au Maroc, en Belgique, des trucs comme ça avec les vols low cost. Alors, c'est pas très écolo maintenant, j'en reviens un peu. Mais à l'époque, ça me permettait quand même de découvrir un peu le monde. Et puis, je suis partie beaucoup en Asie parce que c'est pas cher en fait. À part le billet, une fois sur place, tu peux vivre des trucs de fou en dépensant pas T'as fait grand-chose. comme pays, tu as fait quoi du coup en Asie? Vietnam, Laos, Thaïlande, Hong Kong, Japon, Philippines, Ah ouais. Indonésie. Mm. Euh, Ouais, j'en oublie peut-être, mais globalement, ouais, c'est C'est cette énorme. région-là, j'aime bien. J'aime Tu bien. dormais La chez le nature est particulier dingue. ou tu faisais Oh! comment du coup là-bas? Mm. Alors moi, en fait, il y a beaucoup de gens qui me trouvent un peu folle, mais j'ai absolument pas peur de dormir dans des endroits un peu étranges. Donc, j'ai déjà dormi dans des parcs. J'ai dormi, je pense, en Asie, le truc le plus bizarre dans lequel j'ai dormi, c'est sur un banc devant une station de police, avec le policier qui regarde Terminator 3 en boucle toute la nuit et des Ok. cafards qui passent juste à côté comme ça. Ok. Donc, je dors là où la vie me mène, on va dire. Mais ouais, je suis pas très princesse dans la vie, donc j'aime D'accord. bien vivre les trucs à fond. Et si je dois dormir dans une gare ou dans un train ou sur un banc devant la station de police, c'est pas vraiment un problème. Bon, je le ferai peut-être pas toutes les nuits de l'année là, mais Mm. en voyage, je préfère en fait dépenser mon argent dans des activités et ce qui m'a permis de faire des trucs de dingue. Enfin, j'ai plongé avec les requins, j'ai escaladé des trucs. Et quand tu pars avec un petit budget, moi, je privilégie clairement les expériences au fait d'avoir un hôtel avec piscine. Ça m'intéresse très peu, quoi. Oui, d'accord. Ouais. Donc en gros, tu es Donc, débrouillard, tu bois du Ricard pour pouvoir voyager, hein, c'est les premiers ouais, enseignements que j'en tire, c'est ça? c'est ça, c'est ça. Ouais. Mm. Et, J'ai et même du coup, failli l'entrepreneur. bosser comme. Non, vas-y, pardon. Non, non, vas-y, raconte, c'était pour faire la suite avec l'entrepreneuriat, du coup, faire le lien un peu plus tard, j'imagine. Mais, Non, mais ça m'a fait rire parce que tu dis que je bois du Ricard pour voyager, mais j'ai failli être ambassadrice Jagermeister, donc tu vois, faire le tour des Ah bars ouais? en vendant le Jager. Donc C'est je cool. vendais pas du Ricard pour payer mes voyages, mais petite astuce, c'est moins cher que la bière. Ouais, c'est clair, ouais, c'est pour ça que je trouve ça trop bien. C'est tellement cliché, c'est le Ricard du bonhomme, tu vois. Justement, on en parlera un peu de tout ça. Ah, mais Et j'habitais dans le sud. tu as dit ça d'un naturel, je trouve ça énorme. Oh bah, faut pas se laisser aller, hein. J'ai ma petite bouteille ici aussi. On va croire que je suis une grosse alcoolique, tu sais. C'est clair. Bon, en tout cas, pour voyager, j'ai le premier secret. Et du coup, du coup, Ouais. l'entrepreneuriat, alors ensuite, enfin, ou un peu plus tard, pour nous situer un petit peu dans l'historique. Ouais, alors en fait, moi j'ai fait des études longues parce que j'adore apprendre, c'est vraiment un truc que j'aime. Donc j'ai fait 2 masters, mais malgré tout, j'ai pas trouvé de job directement dans mon domaine d'études. Moi, j'ai étudié l'urbanisme, la gestion de projet, et cetera. Et en fait, j'étais jeune parce que j'ai une année d'avance par rapport au schéma classique. Et en plus, j'ai jamais redoublé, j'ai jamais fait de double cursus, des choses comme ça. Donc, quand je suis D'accord. sortie de mon master, j'étais jeune. Et on m'a quand même fait comprendre que j'étais trop jeune pour les responsabilités que je voulais. Donc j'ai toujours été assez indépendante et j'ai pris tout de suite un job alimentaire en fait pour pouvoir payer mon loyer, etc. Sachant que moi j'étais partie quand même relativement tôt de chez mes parents, pas pour des conflits familiaux ou quoi que ce soit, mais juste Mm. voilà, je suis partie à l'internat à 14 ans et après je suis allée faire mes études à 800 km de chez eux quand j'avais 17 ans. Donc je vivais seule, mais je D'accord. devais quand même avoir l'autorisation parentale pour faire les sorties scolaires, quoi. Donc C'est clair. c'était un peu drôle. Et donc, ouais, j'ai pris un job alimentaire où j'étais réceptionniste. En fait, je remplaçais les hôtesses d'accueil dans une cinquantaine de boîtes de la région lyonnaise. Donc,
C'était très peu intéressant pour être honnête, mais ça a développé mes capacités d'adaptation parce qu'en fait, le matin, j'étais dans une boîte X et l'après-midi dans la boîte Y, donc je devais à chaque fois m'adapter directement au process, à ce qu'on attendait de moi, à ce que je devais faire, etc. Donc là-dessus, bon, c'était intéressant, mais clairement, j'avais pas vocation, après 2 masters, de passer toute ma vie en étant hôtesse Oui. d'accueil. Bonjour Monsieur Martin, vous avez rendez-vous, je vais vous faire un badge. C'était top. Mm. Euh, Donc, en fait, avec mon copain, on a commencé à réfléchir un petit peu à monter un business parce que lui, il n'a pas fait d'études et il a toujours eu des jobs plus ou moins alimentaires. Donc, on s'est dit, bah, pourquoi pas monter un truc. Et on s'est un peu débattu pendant 2 ans en France pour monter un business, mais on avait toujours les lois ou des trucs contre nous. En fait, on se prenait porte sur porte, donc ça a commencé à nous fatiguer un peu. Et quand j'ai reçu le dernier non de la part de la banque qui m'avait dit jusqu'à présent: «Oh mais ça sera une formalité, vous demandez pas grand-chose, c'est un super projet et tout». J'étais en train de faire de la plongée en Indonésie. Ah Donc oui. on s'est dit: «Ah bah finalement peut-être qu'on devrait partir à l'étranger». Donc lui était en France, moi j'étais en Indonésie, mais on a commencé à étudier un petit peu le projet, D'accord. partir, comme Mm. ça. Et puis, le Mexique a commencé à cocher un peu toutes les cases, d'un pays pour l'expatriation. Donc on a voulu développer un des différents projets qu'on avait en tête en France au Mexique et Ok. c'était à ce moment-là, en fait, un parcours, du combattant, tu vois? Type, Spartan Race et cetera. Je sais pas si ça te D'accord. parle? Oui, Je oui, pense oui, que je vois oui. bien. On se roule dans la boue. Exactement, mais l'idée, c'était de faire, en fait, un parc ouvert à l'année. Donc D'accord. d'acheter un terrain et de mettre en place une course d'obstacles ouverte à l'année, un petit peu dans le même genre que, les acrobranches, tu vois? Pour faire du team D'accord. building, pour faire, de l'entraînement sportif, pour faire, des enterrements de vie de jeunes filles, de garçons, des anniversaires et cetera. Ok. Donc on a tout développé, un peu à distance, un peu sur place quand on est arrivé par la suite. Et puis on s'est rendu compte que ça n'allait pas du tout fonctionner finalement comme on le voulait par rapport au lifestyle d'ici, ça marchait pas. Mhm. Et puis les rencontres ont fait que on a eu, enfin surtout moi, l'opportunité d'investir dans une clinique de nutrition, donc très Oui. très loin de mon domaine de prédilection. En fait, j'ai rencontré un gars qui avait déjà 5 succursales dans la ville de Mexico et qui voulait s'installer dans notre ville. Donc, lui apportait toutes les connaissances, la marque, le know-how, tu vois, tous les process. Et D'accord. en gros, bah, moi, j'apportais l'argent. Donc, ça s'est fait comme ça, 50-50. Ça a commencé à bien fonctionner, c'était bien. Donc moi, à ce moment-là, du coup, j'avais toujours aucune connaissance médicale, hein. Bien sûr, on était associés Mm. avec des docteurs, des nutritionnistes et cetera. D'accord. Et moi, je vais plutôt venir ici m'occuper, tu vois, de tout ce qui va être, développement stratégique, management, et puis toutes les tâches, relatives à la vie quotidienne, d'une entreprise. Donc «Ah, il y a un problème avec la clim», «Ah, bah, on n'a plus, de produits pour les injections» et cetera, tu vois? Mhm. Et puis le covid est arrivé. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette petite chose qui s'est passée, dans le Ouais. monde, Mm. donc ça nous a mis un bon coup d'arrêt, parce qu'au Mexique, il y avait pas du tout d'aide, en fait. En France, c'était, quoi qu'il en coûte et au Mexique, c'était démerdez-vous. Donc obligés de fermer, mais obligés de maintenir, les salaires des 5 employés, qu'on avait, le local, qui était, dans une zone assez, prestigieuse, donc relativement cher et puis enfin toutes les charges courantes, en fait. Mm. Donc ça, c'était 100% sur mes fonds propres qui avaient été bien mis à mal avec l'installation de la clinique où il avait fallu payer, tu vois, toute l'installation du local, acheter les machines spécifiques, etc. Et par-dessus ça est venu se greffer une mésentente très profonde avec l'associé, où en Ok. fait on avait des points de vue complètement divergents sur la philosophie du truc. Mm. Donc au milieu du Covid, en fait, j'ai pris la décision de perdre complètement mon investissement financier, ce qui a été un choix assez difficile parce que c'était plusieurs dizaines de milliers d'euros et l'argent, ça tombe pas du ciel. Donc, c'était de l'argent qui avait été durement gagné, quoi. Mm. J'avais mis mes comptes à zéro, c'était un vrai pari. Mm. Donc, ça a été assez compliqué. Mais je pense qu'une de mes qualités, c'est la résilience. Donc, je vais jamais trop me laisser abattre. Je vais toujours essayer d'aller de l'avant, de trouver d'autres solutions, de faire autre chose, etc. Donc,
Bah, ça faisait déjà aussi quelques années que je travaillais plus pour une entreprise parce que je m'étais mise en fait en disponibilité, on va dire, pour créer mes différents projets entrepreneuriaux. J'avais, touché un petit peu de chômage aussi pour travailler sur ces projets-là. Ensuite, bah, D'accord. j'avais eu la clinique. Comme j'avais mis mes comptes à zéro, j'avais commencé à donner des cours de français aussi et D'accord. juste avant la clinique, j'ai développé aussi une marque, de déco Mhm. ici au Mexique, bah, du style de mon dromadaire. En fait, c'est des décos en bois euh, qu'on peut accrocher au mur. Et en fait, je te fais le lien comme ça. C'est comme ça que j'ai découvert le SEO. Parce D'accord. que pour cette marque-là, j'ai tout créé moi-même. Donc, j'ai fait le site, j'ai commencé à essayer de ranker un petit peu, à choper des positions sur Google. Et je me suis un petit peu formée, j'ai fait mes tests, mes A/B testing, j'ai vu ce qui marchait, j'ai surtout vu ce qui marchait pas. Et donc, c'est en fait tout simplement comme ça que j'ai commencé à mettre un pied dans le SEO. Donc, quand la clinique s'est arrêtée, c'est là que je me suis dit, OK, il va falloir que je trouve une solution pour renflouer les caisses. Ok. Et en même temps que le Covid, les envois vers la France, qui est là où se situaient la plupart de mes clients pour les décorations, sont devenus complètement hors de prix. C'était, si tu veux, pour envoyer une pièce comme ça, c'était 80 € en tarif Bon. négocié professionnel. Donc, c'était inentendable pour les clients. Donc, j'ai commencé à développer un petit peu ma clientèle ici au Mexique, surtout auprès des entreprises et des boîtes, tu vois, de déco, quelques architectes, etc. Mais je perds mon écouteur, hop là. Mais finalement, ce qui me plaisait, c'était plus, tu vois, la création manuelle pour le challenge et aussi parce que j'adore bricoler. J'ai fait tous les meubles de ma maison moi-même, etc. Mais en ayant mis, tu vois, un petit pied dans le SEO, je me suis rendu compte que ça avait vraiment un potentiel de dingue pour m'aider à vivre la vie que je voulais. Donc, je me suis ensuite D'accord. vraiment formée professionnellement. J'ai monté d'autres sites pour faire d'autres tests. Et puis, Alors, voilà, tout a tu commencé comme ça. vendais, Gros justement, j'ai deux, monologue. trois questions. Non, non, mais t'inquiète pas, au moins, en plus, ça déroule à peu près. Donc, mais voilà, il y a deux, trois petites choses que j'aimerais creuser parce que je les trouve intéressantes. Donc, déjà, première chose, tu avais donc fait un site là pour les dromadaires, c'est ça? Tu avais d'ores et déjà créé un site de vente en ligne. Tu avais fait ça avec quoi, du coup, quel outil C'était à un l'époque? WordPress, WooCommerce. D'accord, ouais, tu as Ouais, cette ouais, ouais. possibilité. Donc pour l'entreprise, la clinique, donc j'ai bien compris que c'était complètement autofinancé. Donc déjà, c'est chouette. C'est comment on mobilise ces quelques dizaines de milliers d'euros. Donc déjà, tu étais la seule à investir ou ton chéri de l'époque, justement, t'avais suivi, si c'est pas indiscret? Lui, il avait investi avec ses moyens de l'époque, c'est-à-dire assez peu. Donc, D'accord. je crois qu'il avait dû mettre 4 000 € ou quelque chose comme ça. OK. Et justement, parce que ça m'intéresse sur le podcast, typiquement, je dis toujours que c'est les premières années après ces études qui sont fondamentales, voire même pendant, voire même avant ces études secondaires. De ce que tu décris, tu as dessiné à peu près la même chose. C'est comment gagner 4 et puis dépenser 1 € seulement en voyage ou aller 2 € avec tes expériences. C'est ça d'ailleurs qui est intéressant, c'est où est-ce que tu plaçais le curseur. Comment on fait à cet âge-là pour déjà cumuler un petit pécule, parce qu'il y en a, même à 25-30 ans, ils n'arrivent même pas à mobiliser 10 000 €. Moi, je le vois hein, quand je forme des entrepreneurs qui sont des fois plus âgés que nous, ils n'ont même pas des fois 10 000 € à investir. Tu as des conseils là-dessus ou peut-être une chance, je ne sais pas, ça peut être peut-être un héritage. Si tu souhaites en parler, bien entendu, hein. Ouais, non, moi, j'ai pas du tout de tabou là-dessus. Alors, mon père et mes grands-parents m'ont un petit peu aidée. Ils m'ont donné une somme, ça devait représenter plus ou moins la moitié, je pense, de ce que j'ai investi. Grosso merdo, ça devait être ça à peu près. Mmh. Hem Et après, en fait, j'ai un mode de vie plutôt, frugal, dans le sens où, au quotidien, je vais dépenser, assez peu. Alors ça veut pas dire que je vais être dans la radinerie, mais, je vais vraiment choisir mes postes de dépenses. Donc, par exemple, pour moi, c'est pas du tout important d'avoir, une belle voiture. Enfin, ma voiture, c'est des vitres manuelles, j'en ai vraiment pas du tout, d'intérêt là-dessus. Moi, je veux que ma voiture m'amène d'un point A à un point B, c'est à peu près tout. J'ai pas de télé, avec un grand écran, j'ai pas de télé du tout, en fait. Par contre, bah, par exemple, j'ai des passions qui coûtent cher. Je fais de la plongée, je fais du kitesurf, je voyage. Donc, là-dessus, j'ai pas de problème à aller dépenser 2 000 € pour m'acheter un kite, tu vois? D'accord, C'est je vais, en fait, essayer d'optimiser vraiment les postes vers lesquels je vais faire des dépenses. Donc, d'accord. ça me pose pas de problème d'aller, dépenser de l'argent pour payer un resto avec mes amis parce que je sais que je vais passer un bon moment. Par contre, bah, typiquement, ça va m'énerver de devoir acheter une bouteille d'eau
à 50 centimes parce que j'ai oublié ma gourde chez moi, tu vois? C'est D'accord, c'est tous ces petits gestes de la vie quotidienne où en fait, dès que je peux aller modifier mes habitudes pour faire des petites économies, mais qui sur le long terme vont vraiment compter, type prendre un Ricard au lieu d'une pinte. j'adore. Pour moi, c'est vraiment des efforts qui sont insignifiants parce que je les place vraiment dans des objectifs plus long terme. Et tu vois, par exemple, pour déménager au Mexique, on avait besoin de mettre de l'argent de côté parce qu'en arrivant au Mexique, on n'allait pas avoir d'argent, on n'allait pas avoir de chômage, il fallait payer une voiture, meubler une maison, tu vois, subvenir à nos besoins, et C'est cetera. sûr. Et le fait que le Mexique est pas cher, c'est complètement faux. Moi, je paye aussi cher actuellement que quand je vivais en France. D'accord. Hem Après, il y a tout type de mode de vie, mais l'un dans l'autre, je paye à peu ou prou la même chose. Et heu et du coup, je suis capable, en fait, de, vraiment me restreindre et de restreindre énormément mes dépenses pour pouvoir atteindre des objectifs à moyen ou à long terme. Donc pour moi, c'est vraiment comme ça Ouais, c'est génial. que je fonctionne. Ouais, c'est vraiment la frugalité. Moi, j'aime bien, mon papa disait: «Pas avare, mais économe», quoi. C'est la nuance en général, parce qu'on a un peu le même mindset là-dessus. La Ouais, c'est simplicité, ça. l'art de la simplicité et sans se priver pour autant, parce qu'il y a des gens, des fois, ils font l'amalgame en disant: «On n'a qu'une vie, il faut profiter». Mais en fait, si pour nous, avoir une belle télé ou une belle voiture, c'est pas spécialement profiter, quel est l'intérêt d'aller dépenser? Donc non, je comprends bien. Et du coup, là, bon, là, pour terminer un peu la partie présentation, là, l'entourage, qu'est-ce qu'ils pensent? Surtout si, du coup, indirectement, il t'a aidé dans ce projet, ça leur a pas fait peur que leur fille, pour tes parents, leur petite Nelly, aille déjà à l'autre bout du monde, investisse autant que ça, se lance dans l'entrepreneuriat? Enfin, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté en France quand c'est comme Non, ça? alors je pense que j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours fait confiance, en fait. Donc enfin, tu vois, je te disais que c'est moi qui ai choisi, par exemple, d'aller à l'internat, meilleures années de ma vie, c'était trop bien. C'est moi qui ai choisi de partir faire mes études à 700 kilomètres de chez moi. Heu, je suis partie souvent voyager seule, j'ai voyagé à Cuba toute seule, j'ai voyagé aux États-Unis toute seule, je suis partie en Asie avec des gens que j'avais vus une fois. Hem, En fait, je pense qu'ils ont confiance en moi dans le sens où, bah, oui, j'ai peut-être fait des conneries dans ma vie, mais je m'en suis toujours, sortie. J'ai jamais fait de choses, graves et j'ai une capacité à, bah, comme je te disais, à rebondir, à me sortir des situations. Donc ils m'ont toujours encouragée dans tout ce que je voulais faire, dans les études que je voulais faire, dans n'importe où je voulais aller. Par exemple, j'ai toujours senti une petite frustration du côté de mon père parce que je n'ai jamais vécu en Australie. Mon père rêve de venir me voir en Australie. Ouais, tu Alors, m'étonnes. mon frère est parti en Nouvelle-Zélande, bon. Mais non, pour eux, ça a jamais été une surprise, en fait, j'ai toujours été, un peu, comment dire? Pas tête brûlée, mais j'ai toujours aimé les sensations fortes, les nouvelles expériences, essayer de nouvelles choses. Donc ça a pas D'accord. du tout été une surprise, contrairement, par exemple, aux parents de mon copain qui, eux, sont beaucoup plus, routiniers, qui sont habitués aux choses, beaucoup plus, Mmh. sécuritaires, on va dire. Mais moi, non, enfin, moi, je fais du saut en C'est ce qu'on parachute, voit, voilà. c'est ce qu'on voit souvent dans le pays développé, ce que tu dis, par rapport à ton compagnon. Et c'est pour ça que je te demande. Et puis, bah, la question, c'est quid du terreau et à quel moment le terreau a été utile durant ton enfance? Tu es capable un petit peu de l'analyser avec du recul comme ça ou non, c'est clairement ton ADN, c'est comme ça et tu vois? Est-ce que tu as des enseignements liés à ton éducation encore plus petite, on va dire, par rapport à ça, quoi? Heu, Écoute, j'ai pas d'événement marquant qui me ferait dire ça. Je pense que c'était vraiment D'accord. un environnement, plus global où je me suis toujours sentie libre de pouvoir tester tout ce que je voulais. On m'a jamais dit: «Non mais c'est trop compliqué, c'est trop dangereux, c'est trop cher, c'est trop Ah, c'est difficile, tu es intéressant. une fille, tu es Mmh. trop jeune, tu es trop vieille», tu vois? Vraiment c'était, bah, oui, enfin vas-y, fais-le quoi. Ah, non mais OK. Heu, Ça, c'est chouette, justement. C'est le genre de choses que j'aime bien apprendre parce qu'il y a 2 philosophies là-dessus. C'est, toujours: «Attention, tu vas tomber», j'aime bien dire toujours: «Attention, tu vas tomber», hein, dès les premières années de vie, tu sais, quand tu vas au parc à jeux. «Ouh là, attention, habille-toi bien, mets bien ton écharpe», ouais, enfin, tu vois, voir toujours le risque, en fait, plutôt que voir, ouais. la ce que ça peut t'ouvrir, quoi, les belles choses que tu peux découvrir et cetera. Non, C'est bah, pour tu ça que je te vois demande. justement, on a eu cette conversation avec ma mère il y a peu de temps où elle nous a, changé de nounou avec mon frère pour, différentes raisons, mais notamment parce que chez la nounou, on n'avait rien le droit de faire et ma mère se faisait engueuler parce qu'elle nous mettait des vêtements blancs
et que c'était une catastrophe parce que les vêtements blancs Ah, allaient être sales, etc. Et pour ma mère, mais ça n'avait aucune importance. Enfin, bien sûr que mes enfants ont le droit de se salir, de sauter dans les flaques à pieds joints, de toucher les vers de terre. Donc, j'adore. non, on a toujours J'ai été ma réponse. encouragés à tester. Ouais. Ah, c'est génial. Ah, mais j'ai ma réponse. Du coup, pour clôturer la première partie, surtout que tu as fait pas mal de choses, notamment avec ces fameux dromadaires. Du coup, actuellement, tu te définirais plutôt comme commerçante, entrepreneur, artiste, artisan, Euh, tu je vois? dirais que la grande majorité de mes journées, c'est de l'entrepreneuriat, mais Mhm. je garde cette fibre artisane parce Ok, que, en fait, j'ai toujours cette boîte de déco. Je l'ai mise un peu en pause, mais je reçois quand même des commandes de temps en temps. Et je pense que ça fait vraiment partie de mon ADN de créer des choses, en fait, au quotidien, pour tout, tout le temps. d'accord. J'aime inventer des choses, j'aime les faire avec mes mains. Donc, je pense que ça me définit un petit peu aussi, donc entrepreneur et artisane. D'accord. Et du coup, entre la margarita et le kitesurf, si tu devais en choisir qu'un, ça serait quoi au Kite. Mexique? Ah ouais, sans hésiter, parce que tu parles souvent de margarita. Je me suis demandé dans quelle mesure tu l'aimais ou si c'était par rapport au cliché, parce qu'on te pose tellement souvent la Non, non, c'est question. clairement un cliché. En plus, honnêtement, je bois pas beaucoup D'accord. d'alcool. Ça me fait toujours plaisir de boire un bon cocktail, tu vois, avec mes potes ou au bord de la piscine, etc. Mais c'est pas du tout quelque chose que je vais faire régulièrement. Mais non, kite, clairement. Mais c'est quelque chose, clairement, le fait d'être expatrié au Mexique, j'ai bien compris les projets, puis le Covid, etc. Mais avec du recul, bon, forcément, j'imagine pas de regret, mais pour autant, est-ce qu'avec du recul, du coup, tu le referais? Ou est-ce que tu pourrais tout à fait mener ta vie actuelle, justement, en France? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Par rapport au Bah, coût de là, la tu vie, etc. vois, ça fait 5 ans que je suis au Mexique et on va revenir en Europe, en Espagne en fait, parce que le Mexique, j'aime beaucoup. Il y a quelques trucs qui me pèsent un petit peu, notamment le fait que ça soit très difficile de compter sur les gens. Je suis dans une région qui est très informelle et donc les gens vont te dire oui, oui, et en fait, c'est non, non. Les Mexicains ne savent D'accord. pas dire non. Et ça me pèse beaucoup en fait au quotidien de toujours attendre les gens, de toujours essayer de faire en fonction d'eux alors que eux valorisent pas du tout ton temps. Enfin, moi, je le perçois un petit peu comme un manque de respect, donc ça me pèse un peu. Et puis, ben, mine de rien, le Mexique, c'est quand même loin, tu vois, de la France. Alors, j'aime la France, je trouve qu'on a un très beau pays. Il y a aussi quelques mentalités qui me pèsent aussi. Donc, revenir en Europe, oui. Revenir en France, je sais pas, tu vois. D'accord. Je trouve que les Français sont très, ils attendent toujours quelque chose des autres, en fait, Ouais, que c'est ça vrai. soit du gouvernement Mm, ou c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre quand ça se passe pas comme ils veulent. mm, Et ça, je trouve que c'est j'adore. un peu dommage. Moi, j'ai tendance à essayer Mm. de prendre ma vie en main et d'en faire un peu ce que je veux, quoi. Ah, c'est génial ce que tu dis. En plus, ce que tu dis par rapport à la culture, moi j'ai vu dans beaucoup de cultures, notamment des pays assez pauvres, en fait, pour eux, c'est un peu de l'irrespect de te dire non. Alors que nous, en pays développés, on a juste besoin de savoir si la deadline, tu es capable de la tenir, si, etc. Et on trouve ça beaucoup plus respectueux de nous dire non Mm. pour que l'on puisse s'organiser. Enfin, moi, ce que tu dis là, je l'ai vraiment vécu pas mal de fois dans des cultures assez connues, enfin assez répandu. Et pour le coup, j'ai pas trouvé la solution avec mon prisme de pays développé, de pays riche. C'est vrai, enfin, je sais pas si tu t'es Euh, déjà posé la question, c'est comment les prendre, entre guillemets, les mm. piéger, j'ai bien entre guillemets, pour que, bon sang, tu saches exactement à quoi t'en tenir, quoi. Hein. En fait, je pense que dans les pays tels que la France, le temps, c'est une ligne. C'est-à-dire que, ce que tu dois faire aujourd'hui, tu le fais aujourd'hui et si tu as pas le temps de le faire aujourd'hui, tu le feras demain, mais tu vas avoir perdu du temps. C'est-à-dire que ça court et c'est pas récupérable. D'ailleurs, on dit: «Le temps, c'est de l'argent». Au Mexique ou dans d'autres pays qui sont un peu moins développés, cette expression-là, elle n'existe pas du tout parce que le temps va être beaucoup plus sous forme d'un cercle. En fait, si tu fais pas quelque chose aujourd'hui, bah, tu le feras demain. C'est pas grave, il se passerait Ouais, rien de ok. grave. Ce qui est important, c'est le moment présent. Et tu vois, les gens peuvent sans aucun problème ne pas venir à un rendez-vous parce qu'ils sont en train de passer un bon moment, tu vois. Ah, j'adore, Euh, c'est ouf. Moi, j'invite mes Mais, potes à manger, ils arrivent littéralement avec 4 heures de retard et ils ne voient oh, pas le problème. Ils vont me dire,
Bah oui, mais je suis là maintenant, donc c'est pas grave, vas-y, on profite, tu vois, Ah, elle est c'est où la bière? la vécu ça. Ouais. Et en fait, ça a une incidence très, très, très forte dans la vie quotidienne. Par exemple, les Mexicains, alors encore plus les gens de ma région, ne vont pratiquement jamais réussir à se projeter sur le moyen ou le long terme. Par exemple, quand on avait la clinique, on travaillait avec des gens qui étaient très éduqués. C'était des docteurs, c'était des nutritionnistes, 5 ans d'études, etc. Et Mmh. par contre, quand on leur a proposé un contrat de travail, sur les 5, il y en a quand même 3 qui ont refusé. Alors, ça fait partie de la culture, hein, l'aspect informel OK. au Mexique. Donc, c'est pas choquant, entre guillemets. Mais il y en a 3 sur les 5 qui ont refusé parce qu'ils allaient gagner tout de suite 10% de moins. Mais par contre, ils D'accord. allaient avoir accès, tu vois, à l'équivalent de la sécurité sociale, à des primes en cas de licenciement, à une retraite, à toutes ces choses-là. Mais pour eux, c'est pas du tout important parce que aujourd'hui, ils n'en ont pas besoin, donc ils voient pas l'intérêt de tronquer Ouais, de c'est 10% leur salaire d'aujourd'hui pour avoir une retraite dans 30 ans ou pour avoir une assurance maladie parce qu'aujourd'hui, ils sont pas malades, quoi. ouais, je comprends, mais c'est super intéressant. Enfin, je dirais, il y a des enseignements à tirer et puis, bah, toujours pareil, la vérité dans les nuances, dans l'équilibre. Et ouais, c'est quand même Ouais. intéressant, je trouve, tu vois? Ça fait réfléchir et j'adore parce que quelque part, bah, tu as tellement voyagé, tu vois? Que tu enfin, tu vois, c'est super riche d'enseignements. Au final, tout le monde n'a pas voyagé autant que ça. Moi, ça me fait penser à un truc, au Maroc, enfin, dans les pays de Nord-Afrique, quand tu leur demandes la météo, en fait et là, ça m'a mis une claque. Ils conçoivent pas que tu demandes la météo du lendemain, tu sais? Bah, demain, il ferait quel temps? Et ils répondent toujours Inch'Allah. Et tu vois, je trouve ça tellement Ouais. génial, en fait. Et c'est vrai que depuis que je suis allé dans ces pays, bizarrement, je regarde quasiment plus la météo. Enfin, en tout cas, je vais pas chercher l'information, alors que je fais du Alors que vélo. moi, Je je sais la pas, regarde je peux tous les aller. matins. Ouais. Non, mais tu vois l'idée, quoi. C'est juste pour dire que bah, comment ça, on regarde pas la météo. Et en fait, de se laisser porter. En plus, il y a un aspect un peu spirituel de se dire, bah, si j'ai besoin que la météo soit favorable, elle sera favorable aussi. Il y a aussi cet aspect-là. J'aimais bien le Inch'Allah, quoi. Si Dieu le veut, on verra bien. Et donc voilà. Mais ok. Ouais, en fait, tu vois, Écoute, par exemple, pardon, vas-y, je te vas-y. coupe encore. Là, je t'en prie, il y a un petit Heu, décalage. En fait, je pense qu'il y a vraiment des enseignements des 2 côtés. Par exemple, pendant le covid, j'ai vraiment vu la confrontation entre les 2 mentalités. D'un côté, les Français qui ont besoin de justement tout prévoir, de tout planifier. On a des plans épargne retraite, on a des assurances vie et cetera. Et de l'autre côté, les Mexicains qui, eux, vont vraiment vivre au jour le jour. Et ben, pendant le covid, tout le monde en France était un peu en suspens, en attente de voir qu'est-ce qu'il allait se passer. Alors qu'au Mexique, les gens en fait, on dit ils vivent dia a dia, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment leur argent au jour le jour où ils sont payés souvent soit au jour ou à la semaine, ou sinon c'est bimensuel en fonction du type d'emploi. Mais c'est pas du tout Mhm. rare d'être payé à la journée. Et en fait, les gens, D'accord. bah, du moment qu'on leur a dit non, mais là tu vas plus pouvoir exercer cette activité-là, en 2 Ouais. jours, les gens, ils se sont trouvés une nouvelle activité, en fait. Sur Facebook, c'était que des messages genre, «Ah mais je vais lancer un garage automobile, qui veut Mm. s'associer avec moi? Ah bah moi je peux faire des tacos. Bon bah C'est OK, alors du génial. coup on fait pas un garage, on fait des tacos», tu vois? Mm. Et en fait, les gens n'ont pas du tout peur de se lancer, d'entreprendre et alors eux, le minimum valuable product, tu vois, ils le font tout de suite, il y a pas de problème, ils ont pas de logo, ils ont rien, ils te mettent le truc et on verra si ça marche Mm. après. Et cette adaptabilité, en France, elle serait beaucoup plus compliquée parce qu'en fait, ça vient chambouler tous les plans que tu as fait dans ta tête à 1, 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Au Mexique, ils ont pas de plan, donc il y a pas de problème pour changer, quoi. Ok. Bah écoute, merci. On va passer au cœur un peu de ton métier, donc le SEO, le référencement naturel pour les non-experts. Alors j'essaie toujours de vulgariser un maximum et bah, pour que ça parle à tout le monde, hein, y compris les personnes qui connaissent pas du tout ce métier. Donc déjà, pour commencer toujours la logique de l'entonnoir, est-ce que tu peux nous donner peut-être les différents... Comment se répartit ton chiffre d'affaires actuellement, les différents métiers, on va dire, que tu as au sein du référencement, on va dire, du SEO, quoi. Ouais, et ben, on va dire que ma principale source de revenus, ça va être les prestats que je vais vendre. Ensuite, j'ai aussi, rédigé un livre qui est juste là, parce que je travaille mon branding. Mhm. Donc bah, le livre, il se vend en fait, un peu tout seul, donc c'est des revenus récurrents, mensuels. J'ai une, formation aussi que j'ai créée, mais j'attends une grosse mise à jour au mois de mars, donc j'ai pas encore, beaucoup communiqué dessus, mais de la même façon, en fait, ça va me faire des revenus, récurrents sur de la vente de produits, digital. J'ai quelques sponsors, quelques affiliations de marques qui viennent,
tu vois, me contacter pour que je mette en avant leurs produits ou pour que je puisse parler de leurs solutions. Et puis après, je vais avoir des à côté où j'ai justement l'artisanat, j'ai un peu d'immobilier, des choses comme ça. D'accord. Donc, si tu devais donner une part très, très globale, donc c'est quoi? Ça reste 80% quoi de c'est du consulting? C'est quoi? Tu peux nous en dire un Ouais. peu plus sur le gros de ton métier? Je vais faire des prestations et du coaching principalement. Donc, D'accord, ça va être, des entreprises qui vont venir me voir, soit pour que je leur crée leur stratégie de référencement, soit pour que, parfois il y a certaines entreprises qui ont déjà leur stratégie, qui viennent me voir seulement pour de la rédaction, tu vois? Donc moi, je vais vraiment me greffer, heu, à ce dont a besoin, l'entreprise. Donc soit je leur mets en place toute leur strat et ensuite je vais venir faire l'opérationnel, soit je leur livre juste la strat et puis c'est à eux de se débrouiller, soit je viens faire que l'opérationnel. Ça va vraiment dépendre, des besoins et puis je fais aussi du coaching pour ceux qui veulent se former au SEO, qui sont pas experts et qui ont besoin de comprendre tout ce monde-là, qui ont besoin un petit peu d'être pris la par la main pour, savoir, quelle est l'étape suivante pour réussir leur stratégie, quoi. et les parts, j'aime bien les chiffres, pas en valeur, hein, les parts pour avoir une idée de ce que ça représente encore le temps que tu passes actuellement à piger, à écrire un article en rédac, la part de consulting. Tu vois, dans ce que tu viens d'évoquer, tu peux nous donner des grosses, des parts un peu de ce que ça représente en chiffre d'affaires Ouais, ou ouais, en ouais, temps, bien hein, sûr. c'est à toi de voir. Sur mes ventes de prestat et de coaching, je vais avoir, on va dire 60 de prestat, 20 de rédaction, 20 de coaching. Je pense que c'est à peu D'accord. près quelque chose comme ça. Ouais. D'accord, merci. Et le coaching, ça va être quel type de clientèle? J'imagine que des petites entreprises qui font, je sais pas, 100 000 euros, elles ne peuvent pas forcément s'offrir tes services, si? C'est quoi la typologie, ton persona un petit peu? Si, 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 j'ai des entreprises exactement de ce style-là, en fait. Alors soit ça va être sur du one shot pour les débloquer sur un point, bien particulier. Typiquement, par exemple, des gens, tu vois, qui ont pas un gros site, qui veulent vraiment juste comprendre un petit peu, comment ça marche, les stratégies, vérifier qu'ils ont bien fait leur stratégie de contenu et cetera. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont commencer par acheter mon livre, en fait, qui va dégrossir un petit peu le sujet et puis ensuite, ils vont venir me voir pour éclaircir un point bien précis pour que je puisse valider ce qu'eux ont compris et pour que je puisse les mettre sur les rails. Ou bien sinon, ça va être un coaching un petit peu plus suivi sur 6 ou 7 rendez-vous, où à chaque fois, en fait, on va essayer de voir un petit peu ensemble quelle est l'étape qui va devoir être mise en place pour la prochaine fois. Donc moi, je leur explique pourquoi c'est important, comment est-ce qu'il faut le faire. Et puis ensuite, la fois suivante, on va valider le travail que eux ont fait pour que je puisse peut-être modifier quelque chose ou bien leur valider le fait qu'ils ont bien compris ce qui était attendu, etc. Ah, c'est intéressant. Donc, ça va être à l'heure? Comment tu fais? Tu fais des forfaits? C'est Ouais, pour comprendre un peu ton offre? Ouais? ouais, exactement, c'est à l'heure. C'est à l'heure et Mm. après, je vais vraiment m'adapter en fonction du budget du client et en fonction de ses attentes. Donc, Ok. après, si tu vois, c'est un pack d'accompagnement complet pour mettre en place la stratégie, on va se voir régulièrement, donc en fonction des disponibilités du client, parce qu'il doit faire, lui, un travail, du coup, tu vois, pour pouvoir me montrer ce qu'il a mis en place la fois suivante. Donc, ça peut être toutes les 2 semaines, tous les D'accord. mois, pour qu'on puisse faire Ouais, un suivi sur c'est le un bon moyen terme, compromis, en ça. fait. C'est un bon Ouais, en fait, compromis. Et ça pour leur les, permet de vraiment, comprendre comment ça fonctionne et puis d'être après un petit peu plus indépendant, quitte à me recontacter, tu vois, dans 1 an pour pouvoir, réajuster, et cetera. Mais au moins, ça leur permet, d'avoir une stratégie de SEO qui tient la route, sans dépenser autant que, dans du consulting qui a, clairement un prix, quoi. Ouais, c'est pour ça que c'est intéressant pour les auditeurs. Alors, ce qui est fou quand même, c'est que donc moi, je forme des entrepreneurs et j'ai un des entrepreneurs que j'ai formé, et je te l'avais dit, en France, donc, qui te connaît, quoi. Et je trouve ça tellement, tellement ouf, en fait. Mais oui! Je leur parlais de référencement. Je leur disais que moi, justement, je sous-traitais une partie à des personnes en qui j'ai confiance. Et pour le référencement, j'ai parlé d'une Nelly. Il y en a une qui a levé le doigt et qui m'a dit, mais Nelly, c'est pas une fille qui est au Mexique? Je lui dis, bah, si, Nelly Kemp. Ah bon et tout, ah bah c'est super, elle m'accompagne, etc. Donc je trouvais ça génial et je le dis aux auditeurs, moi c'est une preuve de confiance et comme quoi on n'est pas 10 000 à être expert sur ces sujets et c'est tout à ton honneur. En tout cas, je trouvais ça tellement fou, surtout que je suis dans un milieu un peu rural, tu vois, je ne sais pas dans l'énorme incubateur de Paris, tu comprends, et je trouvais ça fou, quoi. Donc Mais oui, voilà. quand j'ai reçu la photo, j'étais dingue. Je me suis dit: «Mais c'est Ouais. vraiment ouf, le monde est beaucoup trop petit, quoi».
Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je le précise. Et voilà. Au niveau structure juridique, du coup, tu as choisi quoi en quelques mots? Comment ça se passe au Mexique à ce niveau-là? Montage, Ouais, alors moi, montage. en fait, je suis enregistrée au Mexique, donc c'est complètement transparent pour mes clients parce que je facture en euros, eux me payent en euros, et cetera. J'ai pas de TVA et de mon côté, en fait, donc je suis enregistrée au Mexique, ça serait, l'équivalent de auto-entrepreneur, mais on n'a pas de plafond. D'accord. Donc ça Ah, fonctionne comme ça hmm, et je peux aussi, facturer, les frais. Donc quand j'ai des frais au Mexique, je peux les déduire aussi, de mes impôts. d'accord. Et donc, si tu retournes, si tu retournes en Espagne, tu peux garder ton siège au Mexique, justement, ou ça peut être compliqué? Ouais, non, non, je vais le garder au Mexique, donc il faudra que je vois par rapport aux règles, en Espagne. Je sais pas exactement encore, comment je dois déclarer en Espagne parce que je vais avoir la résidence, espagnole. Mais, par rapport au Mexique, il y a aucun problème avec le fait que, je sois plus sur le territoire, en fait. Du moment que mon entreprise est enregistrée sur place, je peux la conserver. D'accord. Ouais, puis tu n'as pas de produit en tant que tel, c'est du service, donc c'est un peu plus facile que quand on a du stock et tout ça. Ouais, ouais, Donc c'est ouais, ouais. cool. Mais tu vois, Et les même mon différents. entreprise Vas-y, de vas-y. création de déco est enregistrée, elle aussi, au Mexique et là, pour le coup, c'est des produits, mais ça pose pas de problème non plus. C'est, Ah, ok. ouais, Ok. ouais, c'est vraiment possible. Et les principaux paliers de ton entreprise, si tu veux nous refaire l'histoire, les grandes lignes en termes de chiffre d'affaires, de steps, etc. Bon, j'ai compris que le livre forcément est venu après. Tu as dû te nourrir d'ailleurs d'une certaine expérience pour le produire, j'imagine. Mais dans les Ouais. grands steps, tu peux nous donner un peu les grandes lignes, les accélérations que tu as eues, grâce à quoi, etc. En fait, donc comme je te disais, moi, j'ai commencé à me former un petit peu toute seule au SEO, sur mes propres sites, j'ai bidouillé un peu et tout et puis, je me suis dit qu'il fallait quand même que je me forme, de façon professionnelle parce que c'est une chose, de faire des erreurs sur tes sites, c'en est une autre de vendre une prestation et de planter le site du client. Donc je me suis, formée à fond et j'aime vraiment apprendre donc j'ai torché les formations, je les ai survolées, on va dire. À chaque fois, il y avait des diplômes. Il y en a une où j'ai eu 5 sur 5 qui est la note, optimale, l'autre j'ai eu 96 puis il y en a où il y avait pas de diplôme mais voilà, j'aime apprendre, je suis bonne élève donc j'y vais Bon, quoi. Et du coup, avant même, tu vois, d'avoir terminé les formations, je commençais déjà, à faire un peu de rédaction, j'ai commencé à vendre des prestats de rédaction. Donc j'ai commencé comme ça, en même temps, que je validais un petit peu tout ce que j'avais déjà appris, sur les autres, aspects du SEO, sur la stratégie et cetera. Mais encore une fois, c'est différent de le faire sur ton propre site et d'avoir une typologie de clients, un petit peu plus variée. Donc je faisais un peu tout en même temps, en fait. Je continuais mes tests de mon côté, en même temps je faisais les formations, je proposais mes prestats de rédaction et je me suis tout de suite dit enfin non, pas tout de suite, mais je savais que la prospection, c'était pas pour moi. Enfin, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime. Donc j'ai tout misé sur LinkedIn et d'accord. j'ai passé beaucoup de temps à développer mon réseau sur LinkedIn. J'ai vraiment pas hésité à investir du temps là-dessus. Et clairement, ça a payé parce que très rapidement, j'ai eu, des propositions, j'ai des prospects qui sont venus me voir, et puis j'ai commencé du coup à vendre, de la stratégie, à vendre des accompagnements un peu plus, conséquents. J'ai été approchée par Semrush pour, faire des vidéos sur leur chaîne. Maintenant on fait pas mal, de partenariats assez régulièrement et en fait, ouais, la plupart de mes prospects viennent de LinkedIn et ça, pour moi, c'est d'une richesse incroyable parce que les gens me connaissent déjà. Donc en fait, les messages que je reçois, la plupart du temps, c'est, «Je te suis depuis, X mois, je sais ce que D'accord. tu fais, je voudrais être accompagnée par toi, comment ça fonctionne, combien ça coûte?» quoi. J'ai pas Mm. besoin de, démontrer mon expertise, de faire mes preuves, de faire vraiment un appel de découverte. Les appels de découverte, ça va vraiment être de mon côté pour comprendre les besoins du client, mais j'ai pas besoin de me vendre moi-même et ça, c'est génial, quoi. Oui. Et donc, SEMrush, pour les auditeurs, c'est un peu l'outil le plus connu, je dirais, dans le référencement. Enfin, c'est une bombe, c'est une machine qui aide les gens qui font du référencement. Donc, c'est 6 vraiment la millions référence. d'utilisateurs dans le monde, hein. Voilà, c'est ça. Donc, c'est quand même chouette. Et dans les paliers de chiffre d'affaires, tu veux communiquer ou t'es pas. Tu sais, dans les grandes lignes, c'est-à-dire, tu vois, à un moment donné, tu as commencé, tu as plafonné à temps, et puis après, il y a une accélération quand tu as mis en ligne, je sais pas, ton e-book. Tu peux nous donner au moins, c'est pour comprendre, parce que vu qu'on cible vraiment les petits entrepreneurs, tu vois, qui se lancent, qu'on se rende compte un peu, par rapport au travail que tu as mobilisé, ce que ça peut représenter dans les différentes étapes, qu'on va dire. Ouais, ouais. Du coup, quand je vendais seulement de la rédaction, hem, je me suis jamais pricée, débutante pas cher.
D'accord. Donc, je suis jamais allée en dessous, je pense, de 12 ou 13 centimes du mot. Je pense que ça, c'était D'accord. vraiment mon minimum, tu vois, Mm. sur des sujets assez faciles, entre guillemets. Après, sur des sujets un peu plus techniques, bah, c'est forcément un peu différent. Mais j'ai tout de suite valorisé en fait l'expérience précédente que j'avais, le fait que je m'étais formée, le fait que je savais quand même déjà ce que je faisais un petit peu. Donc, ça m'a permis tout de suite de gagner, tu vois, plusieurs centaines d'euros sans faire trop d'efforts. Je pense que les premiers mois où vraiment je me suis mise à vendre ce type de prestat, j'ai tout de suite passé le palier des 1000 euros très vite. D'accord. Et puis après, bah, évidemment, quand tu vends de la stratégie, c'est tout de suite pricé un petit peu plus cher parce que, bah, mine de rien, ça demande un peu plus d'expertise. C'est aussi des packages qui sont enfin, qui sont souvent un peu plus chers dans leur globalité. Donc, bah, là, ça te permet de développer un petit peu plus. Euh, En vendant de la stratégie en dessous de 2000 euros par mois, c'est vraiment que tu travailles pas beaucoup ou que tu vends pas beaucoup de stratégie, quoi. D'accord. Donc, En plus, en après, plus, en plus du rédac, hein. En plus du rédac, c'est-à-dire le rédac, tu l'as gardé, quoi. C'est ce que tu disais dans tous les cas. bah, Tu en fait, continues de après, il faire y a du un rédac en équilibre qui parallèle. s'est fait parce que finalement, Ok. euh, les gens, en général, alors moi, j'aime la rédaction, en fait. Donc, quand c'est des sujets qui m'intéressent, je rédige moi-même. C'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de consultants SEO qui le font. Souvent, c'est très rapidement délégué à des rédacteurs. Mais moi, c'est un truc que j'aime bien. Tu vois, c'est un peu le côté artisanat Oui, c'est ce qu'on dont disait, on me parlait tout à artiste, l'heure. artisanat. Mm. Donc quand c'est des sujets que j'aime bien, je rédige moi-même. Mais par contre, j'ai vraiment assez peu de demandes de ce côté-là parce que je pense que les gens n'osent pas me demander de faire de la rédaction pure, tu vois. Oui, oui, je comprends. Euh, Le côté un peu Puisque moins comme je suis noble, quoi. plus... oui, alors moi, je le vois pas comme quelque chose de moins noble, mais souvent, c'est positionné comme ça. Mais tu peux avoir Voilà, une dans la super tête strat, des si gens. la rédac est mal faite, ta strat tombe à l'eau, quoi. Donc, Mm. moi, je continue à rédiger, j'aime bien ça, mais j'ai finalement assez peu de demandes de, de ce côté-là. J'aime bien cette Euh, notion d'artistique, en fait. D'ailleurs, c'est un épisode, je pense, que je vais écrire. C'est de garder, tu vois, moi j'adore sous-traiter, à dire 80% des tâches qui sont facilement sous-traitables et qui apportent pas forcément, enfin, moi, j'apporte pas une valeur supplémentaire à quelqu'un d'autre. Et de garder, par contre, la partie artistique pour le kiff, et on va en parler pour le plaisir, je trouve ça chouette, en fait. Parce que souvent, on va garder la partie, je sais pas, gestion financière, tu vois, ou la partie, on dit souvent, c'est soit un super gestionnaire, gestionnaire financier, ou un super développeur. Tu vois, tu veux garder un peu une partie mm, qui est quand même, qui est quand même sous-traitable. J'ai un patron un jour qui m'avait dit, c'était sur la photo, tu vois, moi j'adore faire de la photo, je faisais de la photo et c'était pour un gros groupe, je pouvais largement me payer quelqu'un. Il m'a dit, tu sais Benjamin, des fois, il faut savoir sous-traiter ce qu'on maîtrise le plus pour pouvoir justement amener, et ça c'est quelque chose que j'ai découvert avec le temps, c'est pareil avec le webmaster, avant je faisais des sites WordPress, etc. comme toi, bah, maintenant c'est beaucoup plus pertinent de prendre un webmaster qui me fait ma coquille de base et pour qui j'ai amené déjà une exigence grâce à l'expérience, tu vois, je peux déjà amener une exigence, dire bah, je veux ça à tel endroit. En fait, la synergie des deux, au final, elle est super intéressante. Quoi. Et des fois, de juste garder un ancrage, tu sais, skin in the game, comme on dit, rester vraiment dans ton entreprise, à travers une partie purement artistique, ça peut être, je comprends complètement, ça peut être, je pense que ça peut être intéressant et surtout plus viable, ça prend moins d'énergie des fois aussi de faire ça. Je pense que quand tu écris, tu vois ce que je dis, on se fait plaisir avant tout, en fait, au final. Tu vois. ouais, exactement. C'est un moment où je vais pouvoir laisser un peu, bah, mine de rien, parler aussi ma créativité. Alors bon, ça dépend C'est des ça. clients, mais quand c'est sur mon propre site, je Non, m'amuse, mais hein, je il y a vois des jeux de l'idée. mots partout. C'est ça. Et puis, on dit toujours, mettons les gens sur les talents, on ne consomme pas d'énergie quand on est sur nos talents. Donc, si tu as un vrai talent de rédac, bah, automatiquement, pour toi, c'est plaisir. Quoi. Et, euh, et donc, voilà, je le comprends. Et du coup, pour la newsletter, tu n'en as pas parlé. Il y en a beaucoup qui lancent leur newsletter. Tu me confirmes, tu as bien ta newsletter SEO, toi. Hein. Ouais, ouais, 2 Ouais. fois par mois. Voilà, bah justement, alors 2 fois par mois, ça va, il y en a qui sont sur une fois semaine. Moi ça me paraît dur, écrire une newsletter en termes de ROI par rapport au temps que ça prend, etc. T'en penses quoi, toi, très franchement, ton petit retour d'expérience, etc. là-dessus? Eh ben, alors, moi, c'est un exercice qui me plaît, donc j'aime bien. Elle me prend pas trop de temps, tu vois? En général, pour chaque édition, ça va être autour de 2 heures.
3 heures max quand c'est un sujet que je vais un petit peu plus rechercher ou alors que je vais faire des recherches pour savoir sur quel angle je vais l'aborder, etc. Mais ouais, en général, c'est autour de 2 heures. Je ne suis pas partie sur une fréquence hebdomadaire parce que justement, je voulais être capable de pouvoir suivre le rythme. Et je me suis dit, si je le fais chaque semaine, ça va être une contrainte. Et je ne veux pas que ça soit une contrainte. Je veux que ça reste un bon moment pour moi. Et je suis très contente d'avoir cette newsletter parce que j'ai des super retours. Il y a beaucoup de lecteurs, tu vois, qui m'écrivent, qui me répondent à mes mails pour me dire que je les ai vraiment aidés, que c'est une newsletter de qualité. Donc, bah, moi, ça me fait super plaisir, tu vois. Ah, c'est chouette, ouais. Et puis, c'est mine de rien un lien un petit peu différent de LinkedIn parce que sur LinkedIn, je vais poster 5 fois par semaine, mais c'est pas du tout les mêmes objectifs. C'est pas non plus le même style d'écriture. Donc, moi, j'aime bien. J'aime bien. Et par exemple, tu vois, pour faire le lancement de mon livre, j'ai clairement utilisé ma base mail et pendant une semaine, j'ai bombardé pour le lancement et ça a très bien fonctionné comme ça. Justement, parlons chiffres, tu sais que j'ai besoin de chiffres. Tu as combien de personnes déjà dans la base de données? Et la transfo pour le lancement, par exemple, ça donne quoi pour ton bouquin, par exemple? Alors actuellement, j'ai un peu plus de 1100 abonnés, je crois. Ok. Au moment du lancement, je pense que je devais avoir 500 personnes ou quelque chose comme ça. Et j'ai vendu 150 livres dans la semaine du lancement juste avec la newsletter. Ah ouais, Donc, quand même. Ouais, ça, c'est costaud, hein, quand même. C'est costaud. Enfin, de ouais, ce que j'étais moi, j'ai vachement déjà vu. contente. Ouais, j'étais vraiment contente. Et tu vois, même, j'ai eu des ventes dans les 5 minutes après l'envoi, quoi. Donc, j'étais trop contente, vraiment, des gens qui sont engagés avec mon contenu et qui n'ont même pas hésité. Je pense qu'ils n'ont même pas lu la page de vente, ils ont juste cliqué sur acheter, tu vois. Ouais, c'est Et intéressant. ça, c'est grâce à l'audience que j'ai construite, à mon personal branding. Et bah, mine de rien, c'est un travail de longue haleine pour pouvoir réussir à vendre aussi facilement, quoi. Mais ça vaut Tu l'as vraiment le coup. lancé il y a Enfin, moi, je combien de suis temps, vraiment contente. la Le newsletter? livre, je l'ai lancé. Dans la newsletter, Alors, pardon. j'ai dû la lancer en juillet, je crois. Et le livre en Ah ouais, donc septembre. c'est frais. Ok, donc en juillet Ouais. 2023. Ok. Ouais. Donc c'est à 6 mois, quoi, en gros. Donc, non, c'est pas mal. Enfin, ouais, je trouve ça chouette. Et justement, le côté chronophage, moi, c'est ce qui m'impressionne quand on raisonne. Donc, ROI, retour sur investissement pour les gens, les auditeurs. Tu vois, ce que je veux dire, on en a déjà parlé, nous deux, sur LinkedIn, ça prend énormément de temps. Toi, tu as fait le choix, c'est ton acquisition. En fait, ton coût d'acquisition, c'est ton temps. Sauf que bah, plus tu fais ça bien, c'est ce que tu sens bien faire sur LinkedIn et sur ta newsletter, plus tu as des demandes. Donc, plus tu as de demandes, plus tu as du travail et moins tu as de temps pour travailler cette acquisition. Donc, comment tu te projettes là, les prochains mois où tu as peut-être entrepris des choses par rapport à ça? Bah, Le temps, il n'est alors, pas. en fait, le fait que j'aime écrire, pour moi, c'est relativement facile de faire des posts. Ça ne me prend pas beaucoup de temps pour écrire un post. Globalement, en fait, j'ai un système aussi. Je suis très système. Quand je sais que c'est une tâche que je vais reproduire, je vais toujours essayer de mettre en place des templates, des process pour que la première fois, ça me prenne beaucoup de temps, mais la fois d'après, bah, c'est fait super vite, tu vois. Et par exemple, chaque lundi, je vais poster un carrousel des nouveautés de ce qui s'est passé la semaine précédente dans le SEO. Tout le monde me dit que c'est un travail de dingue et tout. Ça me prend 40 minutes, en fait. Donc, c'est effectivement un travail, mais la valeur perçue est bien supérieure, tu vois, au temps que moi, ça me prend. Donc, je suis très, très contente de passer ces 40 minutes chaque fin de semaine pour faire mon carrousel parce que moi, d'une part, ça me force à faire ma veille correctement, à me mettre à jour sur tout ce qui s'est passé, etc. Donc, c'est un exercice que je suis obligée de faire pour constamment être à jour dans le SEO, ce qui est absolument indispensable. Et en même temps, j'apporte beaucoup de valeur aux gens et c'est devenu vraiment, tu vois, un rendez-vous. Ce format-là, il a mis beaucoup de temps à prendre. Je pense pendant 3 mois, j'ai posté et j'avais très peu de résultats sur ce format-là. Mais vu que moi, ça m'obligeait à faire ma veille, je me suis dit, je vais le continuer. Et maintenant, c'est généralement le ou un des posts qui fonctionne le mieux dans la semaine. Tu vois, hier, donc aujourd'hui on est mardi, j'ai posté hier et j'ai pris 200 abonnés avec ce post-là. Ah oui, c'est énorme, oui. Et puis des gens dans la newsletter, quand tu dis abonnés, qui te suivent sur LinkedIn ou des abonnés newsletter? Non, là c'était sur LinkedIn, sur la newsletter, j'ai pas D'accord. regardé les chiffres, mais en général, je prends entre 3 et 5 personnes par jour sur la newsletter. Ouais, ok, cool. Alors c'est cool. Et ouais, c'est quand même impressionnant, hein, l'énergie. Alors il y a toujours un côté un peu plus éphémère. En plus, tu maîtrises pas, tu possèdes pas ta data, on le sait sur LinkedIn, versus ta newsletter.
toi, tu te lasses pas, tu arrives à te projeter sur le long terme, très franchement, avec l'ampleur que ça prend, tu arrives à te projeter, à continuer d'écrire autant, très franchement, sur LinkedIn ou... Ouais, Ouais, en fait, j'ai pas, tu vois, de créneau dans ma semaine où je vais me bloquer un moment pour vraiment faire mon post, sauf les posts qui sont avec une date précise. Par exemple, eh ben, tous les lundis, je sais que j'ai mon carrousel des nouveautés. Un mercredi sur 2, la veille du lancement de ma newsletter, je vais faire un post pour pousser la newsletter. Et puis, quand je vais avoir, tu vois, des actualités ou des posts sponsors ou des choses comme ça, c'est des choses qui sont avec une date fixe. Mais sinon, en fait, dans un Notion, j'ai toutes mes idées. Et quand je te dis toutes mes idées, c'est-à-dire que j'ai 400 idées de posts qui sont là prêtes à soit à rédiger, soit déjà rédigées, en fait. Donc, c'est pas du tout un effort pour moi parce que vu que j'ai un endroit où je centralise toutes mes idées, je pars jamais d'une page blanche. d'accord. Et j'ai tout un univers graphique aussi. Donc, même quand je fais, tu vois, des trucs sur Canva, ça me Oui, prend pas beaucoup de temps parce que j'ai tous mes templates, j'ai tous mes éléments graphiques qui sont assez reconnaissables. Donc, honnêtement, ça me prend pas de temps que ça. Et puis, j'ai aussi une CM qui m'aide, en fait, pour les commentaires, d'accord. etc. Donc, c'est moi qui vais rédiger tous mes posts. Et elle va faire le post parce que avec le décalage horaire, c'est posté dans l'après-midi en France pendant que moi, je dors. Et ensuite, elle va venir m'aider à répondre aux commentaires. Donc, on se partage le travail là-dessus. Moi, je vais aller interagir aussi avec des créateurs. D'accord. Donc, j'ai pas délégué complètement la gestion de mon LinkedIn parce que bah, ça me permet aussi d'être en contact avec mon audience. Et comme j'ai Oui, énormément de business et de collaborations, de contacts qui se font sur LinkedIn, pour moi, c'est très important de garder ce lien oui. moi-même. Mais par contre, je suis aidée sur cette partie-là, ouais. Ouais, parce que c'est pas évident ce que tu évoques, de garder suffisamment d'être rester suffisamment sur le terrain et tout en continuant de prendre en fait du travail quelque part grâce à tout ce que tu mets en place, quoi. C'est ça qui est pas évident. Et puis on le sait, si on anticipe pas, on a vite fait de décevoir aussi les clients. C'est ça aussi qui est compliqué. Si tu te fais Ouais. surprendre par trop de demandes. J'imagine qu'il y a des fois, tu as dû avoir des coups de rush quand même en termes de demandes, quoi. Hein. Oui, mais en fait, j'arrive toujours à imposer mes délais, entre guillemets, et je me prévois toujours une zone tampon. Donc, D'accord. en fait, je travaille aussi beaucoup pour moi, parce que je développe beaucoup de projets de mon côté. Tu vois, là, j'ai le livre. Bah, là, je suis en train de faire un podcast avec toi. C'est pas du temps qui est rémunéré. Oui. Je fais pas mal de partenariats avec pas mal de gens. Je suis en train de développer pas mal de trucs. Donc, en fait, je pense que sur mon temps de travail effectif, je facture 50%, tu vois, pas plus. Oui, ok. Et si j'ai un rush client, eh ben, je vais rééquilibrer un petit peu cette balance, tu vois. Donc, D'accord. j'ai Ah, toujours la c'est important. possibilité C'est top. de, C'est intéressant. de réduire un peu le moment où je vais travailler pour moi et de travailler un peu plus pour mon client pour livrer dans les temps. Parce que ça, c'est hyper Mm, important pour moi de respecter mes engagements, ouais, bien sûr. c'est clair. Et du coup, si tu devais citer un ou deux concurrents, t'en as très franchement, si t'aimes pas le mot concurrent, on peut parler de Benchmark, de Liège, je sais pas. Qui c'est aujourd'hui que tu regardes sur ton secteur? Euh, on fait souvent le parallèle entre moi et Amandine Barthes. Je pense que c'est très flatteur pour moi parce que je l'admire. Pour ceux qui La ne connaissent loutre. pas, c'est la loutre du SEO, Mm, 70-75 000 followers sur mm, LinkedIn. Elle est Head of SEO chez Wallaxy et je trouve qu'elle fait des choses qui sont très sympas. Et en fait, tu vois, j'ai jamais eu pour volonté de la copier ou quoi que ce soit. Vraiment, je respecte énormément son travail, tout ce qu'elle fait. Enfin, c'est une brute, quoi. mm. Mais finalement, tu vois, on se retrouve sur certains trucs. Il y a parfois, ben, moi, par exemple, j'ai personnifié ma mascotte. Elle l'a fait aussi. Mm. Là, tu peux pas voir, mais j'ai mon petit t-shirt. Oui, Je crois qu'elle en a un aussi. Mine de oui. rien, on Nous va adresser inspirer. un petit peu la même cible parce Mm. que elle a pour vocation de vraiment, elle dit le SEO sans migraine, donc faire du SEO sans mal de tête. Et moi, je suis assez sur ce segment-là aussi, tu vois, de vulgarisation, etc. Donc, euh, on est un peu en parallèle l'une de l'autre. Voilà, moi, je la respecte énormément. Et donc, je suis ce que je fais parce que je trouve que c'est vraiment quali. Euh, je pense que inconsciemment, je vais toujours m'en inspirer parce qu'on s'inspire de ce qu'on trouve bien, tu vois. Mais Mm. c'est pas du tout mon Oui, j'ai envie de compris. faire une copie d'Amandine. C'est vraiment, moi, je veux faire mon Mm. truc
Et puis, bah, il se trouve que sur certains points, ça va se rejoindre, mais on a quand même aussi chacune notre patte, quoi. Et qu'est-ce qui te différencie? En quoi Nelly pense être meilleure? Allez, je vais te poser une question qui va moins te déstabiliser. Quand Nelly elle n'est pas dans la pièce, qu'est-ce que vont dire les clients sur toi pour un client qui pourra avoir bossé avec les deux, par exemple? Qu'est-ce qui te différencie, nettement? Ah, mais qui me différencie d'elle, Adèle, bah, pas sa déjà, moi, je personne, suis tu as compris. Dans oui, l'approche, oui, tout non, ça, bien tu sais, sûr, bien tu sûr, la bien sûr. lis beaucoup et tu peux Mmh. pas être avec elle comme petite souris. C'est vraiment de façon constructive que je te demande ça, tu vois. Ouais, ouais. Bah, alors mine de rien, tu vois, je vois très peu ses posts sur LinkedIn. L'algo ne me les montre pas. Donc, D'accord. tu vois, c'est pour ça que, c'est pas du tout ma volonté de la copier parce que j'admire ce qu'elle fait et je vois vers quoi elle va dans les grandes lignes, mais au quotidien, c'est pas du tout, tu vois, où je vais Mm. aller, mettre la cloche pour voir ses posts parce que je ne les vois jamais. D'accord. Hem, donc c'est vraiment un peu un hasard si parfois on fait des choses qui se ressemblent, tu vois? On parle toutes les 2 de SEMrush parce qu'on fait des vidéos pour Mm. eux et cetera, mais c'est vraiment pas volontaire. Bah, ce qui peut nous différencier déjà, c'est qu'elle, elle est head of et que moi, je suis freelance. D'accord. Donc voilà. Mm. Heu, Après, bah, par exemple, sur les formations, alors moi, j'ai jamais acheté ces formations, mais si j'ai compris, ces formations Mm. sont beaucoup plus express que les miennes. Moi, je vais beaucoup plus aller dans le détail pour des gens qui veulent vraiment, heu, savoir où il faut cliquer exactement au bon moment par exemple, la formation dont je t'ai parlé, c'est une formation Google Business Profile. Mm. Hem Eh bien, je vais essayer vraiment d'aller rajouter plein de hacks supplémentaires, je suis allée farfouiller, partout pour trouver les petites choses qui font la différence. Alors qu'elle, de Mm. son côté, ça va beaucoup plus être une introduction générale, tu vois? Donc D'accord. pour le coup, c'est des objectifs qui sont un petit peu différents. C'est le même sujet, mais c'est une façon de le traiter qui est différente. Après, je te dis ça, j'ai pas acheté sa formation, Oui, je mais comprends. d'après ce que j'en ai Et, compris, quoi. ta plus grande fierté avec tes clients, là, tu dirais que c'est quoi pareil, factuellement, qu'ils ont mesuré ou que tu as mesuré, c'est quoi une ou deux grandes fiertés de ce que tu as pu faire avec une entreprise actuellement? Bah, c'est que les gens viennent me chercher directement pour mon expertise, tu vois? Donc Mm. ça c'est vachement bien. Après tu veux Au dire en niveau termes de résultats résultat, SEO? ouais, voilà, parce qu'au final, on a peu parlé de technique. Bah, après, c'était pas non plus le but, puisqu'on est beaucoup dans le mindset, dans ton côté entrepreneurial. Mais ouais, en résultat SEO, ta plus grande fierté ou tes plus grandes fiertés, ça serait quoi actuellement? Tout confondu, hein, ça peut être. Bah, là, je vais te parler des trucs, récents parce que c'est ce qui me vient en tête, tout de suite. Mais par exemple, tu vois, j'ai rebossé la stratégie de SEO local, d'un hôtel, qui n'avait, rien. Et en fait, ben, juste en quelques optimisations, j'ai fait fois 500 sur la visibilité. Donc quand tu vois la courbe, de Google Maps Mmh. qui fait comme ça avec le nombre de clics, le nombre de demandes, d'itinéraires Mmh. et cetera et que la cliente te dit: «Ah mais en fait, là je suis full», bah ça fait plaisir, quoi. Ah, c'est cool. En France, du coup, ou chez toi au Ouais, dans le Mexique? sud de la France. Non, non. Bah, D'accord. mes clients en fait, je peux faire des stratégies, dans les 3 langues, français, anglais, espagnol, mais par contre, je vais Mmh. rédiger seulement en français. Donc D'accord. ouais, quand je fais l'opérationnel, c'est seulement en français. OK. Dernière question, sur cette partie. J'ai cru comprendre que tu avais mis à un moment donné que tu voulais faire x3 sur ton chiffre d'affaires passif dans tes objectifs 2024. Qu'est-ce que tu entends par là? Comment tu vois les choses? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour ça? Bah, le livre, il faudrait que je le pousse, un petit peu plus. Là, tu vois, j'ai mis en place des campagnes, Amazon Ads. Donc je sais pas si je vais les arrêter ou pas parce que, je suis numéro 1 des ventes sur certaines catégories, mais par contre, ben, la pub me prend quand même un gros pourcentage. Amazon prend aussi un gros pourcentage. Donc il faudrait que je revoie un petit peu ma stratégie, tu vois, pour vendre, le livre plus sur mes propres canaux. Je vais mettre en place un peu plus d'affiliation aussi, sur des outils ou des solutions auxquelles je crois vraiment. Mais bah, tu sais, quand on me demande toujours qu'est-ce que tu utilises, etc. Bon, bah, si je peux prendre un petit billet au passage, pourquoi pas. Mmh. Ouais, je comprends. Euh, et puis, l'idée, ça va être aussi bah, de développer la formation. Donc là, je suis vraiment dans les starting blocks parce qu'en fait, elle est prête. Mais j'attends vraiment la mise à jour pour pouvoir m'assurer que tout ce que je dis dans la formation, c'est toujours d'actualité en mars après cette grosse mise à jour. Et puis faire les éventuels ajustements. Donc ça, bah, c'est pareil. Hein, une fois que c'est mis en place, bah, c'est plus que du marketing pour le vendre.
Et puis après, alors c'est pas vraiment du passif, mais tu vois, j'aimerais bien mettre en place un bootcamp, par exemple, pour les débutants en SEO. Donc ça, mine de rien, c'est comme du coaching, sauf que tu as 10 participants en même temps, donc tu fais x10 par Mm. rapport à la valeur de ton temps. Voilà, c'est plein de petites actions comme ça, aller chercher de l'affiliation ou de la sponsor de newsletter, tu vois. En fait, réussir finalement à gagner de l'argent sur des choses que je fais déjà. D'accord. Le coût d'acquisition de ton livre sur Amazon, la pub Amazon, c'est combien à peu près quand tu payes de la pub, ça revient à combien à peu près? Je connais pas trop. Eh ben, alors en fait, moi j'ai externalisé la presta de pub Amazon parce que j'avais pas envie de me prendre la tête avec D'accord. ça. Mm. Et globalement, il faut, tu sais, que l'algo apprenne un petit peu de Mm. ses erreurs au fur et à mesure. Donc pour l'instant, c'est en train de se réduire, mais globalement, les 3 premiers mois, je touchais rien. D'accord. En fait, ça s'autofinançait, ça me permettait S'autofinance. d'avoir plus de visibilité. C'est aussi une super porte d'entrée pour avoir de nouveaux clients parce que le livre est une super porte, tu vois, pour que les gens viennent me chercher après en Tu viens. presta. Mm. Et les gens qui achètent sur Amazon sont généralement des gens qui ne me connaissent pas parce que moi, sur mes canaux, je vais mettre en avant le e-book qui est au même prix D'accord. que le livre physique, mais sur lequel je touche évidemment beaucoup plus. Donc les gens qui achètent sur Amazon ne me connaissent pas et c'est comme ça qu'ils vont me découvrir et puis c'est comme ça qu'ils vont venir m'acheter des choses un peu plus chères par la suite. Donc, Mm. dans un premier temps, j'avais un objectif plutôt de visibilité, d'installer le livre, de venir chercher des avis. Pour les avis, ça n'a pas du tout marché, les gens n'en laissent pas. Mais voilà, je pense que je vais revoir un petit peu ça et puis réduire un peu le budget pub pour pouvoir me dégager un peu de revenus Mm. aussi avec Amazon, tu vois, ou au moins équilibrer un peu plus. Et la pub sur LinkedIn, toi qui es experte LinkedIn, alors c'est intéressant ou pas? Qu'est-ce qui se dit sur la pub? Ça serait intéressant d'en faire ou pas? De payer de la pub? J'en ai jamais fait, je me suis jamais intéressée au sujet, je sais pas. D'accord. Ok. Non, mais c'est bien, moi, je voulais savoir un petit peu. Ok. T'as besoin de faire une pause ou ça va? Ça va. Et toi? Nickel. Bah écoute, On vas-y. enchaîne. Alors, on va parler de lifestyle. Donc, la journée type en semaine, tu as des routines, tu peux nous en dire un peu plus? Donc, tu nous as donné les grandes lignes avec LinkedIn, mais est-ce que tu as des routines un peu plus personnelles, on va dire? Comment tu gères ta journée? Ouais. Alors, la journée type en semaine, c'est-à-dire que j'ai pas de semaine. En fait, j'ai pas de jour fixe. Je peux ne pas travailler un mardi et travailler le dimanche. Pour moi, c'est pas du tout un problème. Je vais commencer ma journée. Je me réveille vers 8h30 à peu près. Donc, grand luxe. C'est tard pour beaucoup de monde. J'ai une habitude pas très saine qui est que dès que je me réveille, je prends mon téléphone. Donc, je vais regarder directement mes mails. Je vais vérifier que tout s'est bien passé sur LinkedIn, vu que c'est pas moi qui poste. Donc, tu vois, je vais m'assurer que le post a bien été fait, que le formatage est bon, que les premiers commentaires se sont bien passés. Je vais regarder si j'ai des messages, je vais checker mes mails et je vais checker la météo parce que je veux savoir s'il y a du vent ou pas pour aller kiter. Et donc, bon, en général, si j'ai des calls ou des rendez-vous clients, ça va se faire autour de 10h, donc ce qui fait 17h en France. Donc, entre mon réveil et 10h, c'est là où, tu vois, je vais me mettre en route, je vais aller regarder un petit peu ce qui s'est passé sur LinkedIn, tu vois, faire mes mails, si j'ai des devis à envoyer, des trucs comme ça, voilà, un peu tout l'administratif. Si j'ai pas de call, après, je vais faire du sport. Si j'ai mes calls, je le fais après, mais je fais du sport tous les jours. Donc, les calls, ça va vraiment être, tu vois, le truc que je peux pas bouger dans ma journée. Mais tout le reste, c'est complètement modifiable. Donc, en fonction de s'il y a du vent ou pas, je vais m'organiser. Donc, j'ai 2 rendez-vous, en fait, avec mes clients et avec Dame Nature. Ouais, j'adore. Et la partie deep work un peu plus, c'est-à-dire rédac, où tu as besoin de te concentrer, tu vas le faire quand alors du coup? Plutôt l'après-midi ou dans la soirée. D'accord. Ouais. En fait, j'ai la chance de rentrer très facilement dans mon deep work. C'est-à-dire que je me mets dans ma bulle super vite. Ok. Et puis, j'ai, je pense, une capacité de concentration qui est un peu au-dessus de la moyenne. Dans le sens où quand je bosse, je bosse. C'est-à-dire que mon téléphone, il peut sonner 50 fois, je vais pas le voir. Alors des fois, c'est même un peu excessif parce que je vais vraiment oublier ce qui se passe autour de moi, tu vois? Je vais pas aller aux toilettes, je vais pas, penser à manger. Des fois, je reste assise pendant 6 heures devant mon ordinateur, je suis super focus sur un truc et c'est 20h et en fait, j'ai pas mangé de la journée, mais je m'en suis pas D'accord. aperçue, quoi. Donc ça me permet d'avancer super vite sur Mm. des projets. Et du coup, ton compagnon, justement, dans tout ça, qu'est-ce qu'il dit? Il accepte tout ça, cette façon de vivre, ou ça peut être compliqué des fois?
Alors on n'a pas du tout le même, rythme de vie. Enfin, lui aussi, il travaille, sur internet, donc il est artiste, donc il est complètement, libre de son temps. Par contre, lui, il va avoir des périodes de temps beaucoup plus extensives parce qu'il va travailler 20 minutes, il va s'arrêter, il va aller voir les chiens, il va se promener, il va aller sur Twitter, il va revenir, il va regarder en l'air, machin, enfin, Un artiste, quoi. voilà. Exactement. Donc, en fait, lui, il travaille toute la journée, mais en termes de temps de travail effectif, moi, j'en ai beaucoup plus que lui parce que je fais pas de pause et quand, je suis devant mon ordinateur, c'est pas pour être sur LinkedIn. Enfin, en fait, j'inclus LinkedIn dans mon temps de travail. Donc, par exemple, je traque mon temps et mon temps sur LinkedIn est traqué parce que c'est pas pour scroller, c'est pour le boulot, tu vois? Ouais, c'est un outil de Hem, travail. ouais, mais par contre, oui, quand, je suis devant mon ordi, je sais pourquoi j'y suis, j'ai ma to-do, je la déroule et puis on y va, quoi. Mmh. Tu dors beaucoup, tu es une grosse dormeuse ou pas pour, être concentrée? C'est quoi le secret? Ouais, je dors beaucoup. Je dors beaucoup et je dors très bien. C'est-à-dire que je dors 9 heures par nuit et en une traite, quoi. Mmh. Donc plutôt Donc, couche-tôt, quoi? Ou pas forcément? ben, je me lève à 8h30, donc je me couche vers, Ouais. 11h30, tu vois? Ouais, OK, ça marche. Du coup, tu as combien de plantes dans ton jardin? Parce que tu leur donnes un prénom, mais du coup, tu en as Ah putain, tu trop poncé mon LinkedIn. Elles ont pas toutes un nom, mais il y en a beaucoup en fait, j'ai un jardin un peu, tropical, quand j'ai acheté la maison ici, c'était une ruine et le jardin, c'était une dalle de béton, dégueulasse. Donc mmh, j'ai tout cassé, et j'ai fait pousser pas mal de trucs, donc maintenant j'ai un petit jardin tropical avec, plein de plantes partout, donc ça, c'est très, très cool et bah, globalement, tu vois, j'ai, Carlos le cactus, Barbara la monstera, enfin ça a assez peu de sens, mais mmh. mais ouais, j'ai beaucoup de plantes. Par contre, dès qu'elles sont à l'intérieur de la maison, elles meurent. Il faut qu'elles restent dans leur jardin, tu vois? Il leur faut, Et leur vrai ça va être dur, environnement. ça va être dur quand tu vas bouger en Espagne, là, hein, pour aller prendre tout avec toi. Ah bah, elles vont rester, hein, elles vont faire leur Ah vie ça ici, tu sais, c'est des plantes, endémiques donc en fait, j'ai installé un système d'arrosage automatique au début parce que quand il mmh, fait chaud ici, il fait chaud, enfin ça rigole pas, quoi. mmh. Mais maintenant, il y en a plus besoin, je fais rien dans le jardin. Ça se fait tout seul. Comment tu gères la partie déconnexion s'il y en a une? Est-ce qu'il y a des jours où tu dis: «Là, c'est bon, je coupe», comment tu puises, comment tu recharges les batteries et cetera? Alors ça, c'est un gros sujet. Je suis en train d'y arriver de mieux en mieux. Mais en fait, je me mets la pression toute seule comme une grande, alors que personne m'attend. Mais comme je te disais, tu vois, je facture que 50 de mon temps parce que j'ai en fait, j'ai pour objectif de justement me créer un peu une vie sur mesure où je peux, ben, aller kiter tous les jours si j'ai envie ou si un jour j'ai pas envie de bosser, je bosse pas et cetera et donc j'ai envie d'envoyer pour pouvoir avoir les fondations solides sur mon business. Je veux savoir que je vais avoir des prospects qui vont rentrer en permanence, savoir que, tu vois, j'ai tous mes process qui sont mis en place, que, bah, même si je bosse pas pendant une semaine, j'ai mon livre qui va se vendre, j'ai ma formation qui va se vendre, je vais avoir des messages entrants et cetera et mine de rien, bah, ce genre de choses, ça se fait pas tout seul donc tu dois charbonner pour arriver à, être un peu plus tranquille après. Donc les 2 dernières années, on va dire que j'étais vraiment plus sur ça, sur, construire vraiment la structure de mon business, créer des relations avec les gens, me créer un personal branding, me créer un LinkedIn, qui performe un peu, toutes ces choses-là. Donc je me permettais assez peu en fait de temps de pause et tu vois, même quand je vais kiter, je regarde l'heure, alors quand je kite, tu vois? Quand, je m'arrête vraiment, mais par contre, je sais que je vais avoir un temps, limité pour le faire. Et j'arrive de plus en plus à faire des vraies déconnexions, à partir vachement plus. Là, tu vois, je voyage pas mal en ce moment et ça me fait des vraies pauses aussi. Alors quand je voyage, je travaille aussi, mais c'est quand même Mmh, beaucoup plus tranquille. Donc c'est vraiment un objectif que j'essaye de travailler, d'atteindre. Je traque beaucoup de choses et je traque justement est-ce que j'ai réussi à avoir des oui, vrais, au moins des vraies équilibré. demi-journées off, dans la semaine, des journées complètes off, j'en ai pas, mais ça me dérange pas, parce D'accord. que je travaille les 7 jours de la semaine, mais par contre, je veux vraiment mettre en place, tu vois, des vrais moments où je regarde pas ma montre et où, si je passe 6 heures dehors, je passe 6 heures dehors et c'est pas grave, quoi. D'accord, ouais. Non, c'est intéressant comme approche. Du coup, il faut gagner combien par mois pour toi, pour être confortable, dans ta tête? Hem, À peu près, c'est pour avoir une idée, bah, en chacun a son fait, rythme différent. voilà, comme je te disais, la vie au Mexique est pas peu chère, du tout. Mmh, Bah, mon niveau de vie alors j'ai pas une vie qui est, luxueuse,
Mais mine de rien, je vais au supermarché et non pas dans les fermes locales pour acheter mes légumes parce que ça prend beaucoup plus de temps. Tu vois, j'ai quand même un niveau de vie qui serait qualifié de classe moyenne à supérieure ici au Mexique. Donc, tu peux vivre avec beaucoup moins, mais moi, pour mes dépenses quotidiennes, j'ai besoin d'à peu près 1 500 €. Après, j'ai aussi mes investissements pour le business, tu vois, tous mes outils. Mine de rien, mon assurance santé me coûte très cher, si je veux voyager un peu, etc. Donc, en dessous de 2000, je suis pas très bien. Ouais. À 2000 €, je suis bien. Et quand j'ai plus, je vais commencer à pouvoir investir plus. En fait, j'ai pas pour objectif de gagner beaucoup d'argent. J'ai vraiment pour objectif de pouvoir être libre, c'est-à-dire faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question ou pas. Ouais, parfait. Bah, si demain tu génères 3 000 € de revenus passifs, est-ce que tu continueras alors de faire du rédac, de faire du consulting, ou est-ce que tu iras faire plus de kitesurf et à nouveau du voyage, etc. Alors, j'ai beaucoup de mal à être inactive. Donc, je ferai forcément quelque chose et j'aime ce que je fais. J'aime la façon dont mes journées, sont remplies. Je suis contente, tu vois, tous les matins de me réveiller, donc ça, c'est vraiment une grande chance. Si je gagne 3 000 € en revenus passifs, tous les mois, heu, oui, bah, déjà, j'aurais plus, tu vois, cette, épée de Damoclès entre guillemets, à me dire, «Bah, si j'ai pas un client qui rentre, blablabla», tu vois? Non, bah, c'est pas grave. Donc, je pense que je lèverais, enfin, ça changerait juste un peu, tu vois, mais c'est vraiment ce vers quoi je suis en train de tendre en ce moment. C'est pour ça que je te demande, c'est J'atteins beaucoup intéressant. plus, tu vois, de lâcher prise, je suis plus stressée par l'argent comme j'ai pu l'être quand j'avais mes comptes à zéro, etc. Bien sûr. Là, j'atteins quand même une certaine sérénité, tout en sachant que si je fais rien, il se passe rien. Oui, Euh, c'est sûr. C'est mais, clair que le revenu euh, passif, mais notamment. voilà, donc après, je pense que si j'ai plus de revenus, je délèguerai encore plus. Là, je délègue déjà des trucs, tu vois, mais je délèguerai encore plus pour avoir plus d'impact parce que j'ai vraiment pour ambition de pouvoir aider le plus de gens possible à comprendre le SEO. Parce qu'il y a Ok, beaucoup de gens qui n'ont pas vocation d'être des consultants SEO, mais qui ont un petit site, tu vois, pour leur activité et pour qui c'est très obscur. Et moi, j'aimerais pouvoir démocratiser ça pour que toutes les personnes qui ont besoin d'une visibilité en ligne puissent comprendre un peu plus facilement, ne serait-ce que dans les grandes lignes, de quoi ça parle. c'est Donc, intéressant. Ouais, tu as une j'aimerais bien, tu volonté. vois, avoir plus d'impact là-dessus. Et je pense que c'est ce qui vous rassemble, enfin, ce qui vous ressemble avec Amandine. Je la connais pas personnellement, mais c'est un peu ça. Et ce qui peut agacer d'ailleurs les grosses agences, on n'en a pas parlé, on pourra en parler un peu plus tard. Mais vous vulgarisez presque trop, en fait. Quelque chose qui est relativement simple, que les agences aiment complexifier, c'est quand même votre force, quoi. Et je suis content que ça paye d'ailleurs pour vous, mais voilà. T'enlèverais Ouais, quoi, bah, toi, t'enlèverais quoi de ton sac à dos si tu devais enlever quelque chose? Si demain tu es à 5 000 € par mois, qu'est-ce que tu enlèverais en premier que tu fais actuellement? Ou si tu manques de temps, parce que tu vas me dire, j'aime tout ce que je fais, mais on va dire, tu es obligé de faire un choix. Tu sais, c'est la fameuse question, tu vas sur une île, qu'est-ce que tu emmènes dans ta valise? Qu'est-ce que tu ouais. enlèverais en premier que tu fais actuellement, si tu pouvais? C'est pas une question facile, ça. En fait, il faudrait vraiment un clone parce que c'est toutes les petites tâches un peu parasites, tu sais, du style aller relancer un client, répondre à mes messages, D'accord. euh, expliquer à quelqu'un pourquoi j'ai pas envie de travailler avec lui ou de faire de l'affiche sur son produit, euh, répondre à toutes les sollicitations. Tu vois, il y a quand même pas mal de personnes qui me contactent chaque jour ou chaque semaine pour un conseil sur X ou sur Y. Ça me fait toujours très plaisir d'y répondre. Mais mine de rien, c'est chronophage, tu vois. Et si c'est quelqu'un d'autre qui y répond, ça se passerait très bien aussi. Qu'est-ce que j'enlèverais? Je délèguerais peut-être complètement la création de contenu. Alors, j'écrirais mes posts moi, mais la création graphique, tu sais. D'accord. Parce que ça me prend pas tant de temps que ça, mais si quelqu'un le fait, ça m'en prendra plus du tout. Et pourquoi tu ne prends pas une assistante virtuelle, tout simplement, une secrétaire assistante virtuelle,
Tu y as pensé? C'est quelque chose qui pourrait. Tu vois ce que je veux dire? Même la partie Ouais, ouais. comptable, on n'en a pas parlé. La partie comptable, je sais que c'est sûrement assez simple sur ta structure, mais je Ah non, comprends j'ai un l'idée, comptable. mais voilà, ok. Et la partie J'ai un comptable, administrative, justement. assistante, enfin, moi, je te le dis, hein, c'est le premier truc que j'ai délégué. Un jour où j'ai découvert la délégation, avec exactement les tâches que tu viens d'évoquer, tu vois. C'est-à-dire qu'avant même du rédac, avant même de l'opérationnel sur une tâche spécifique et un peu technique, eh ben c'est la réponse au mail, enfin c'est ce qu'on appelait assistante, quoi, en gros, ou assistant. Donc qu'est-ce que tu penses Ouais, ouais. de ce métier-là, justement? Ouais, j'y ai pensé. En fait, pour l'instant, j'ai pas encore franchi le pas, parce que c'est pas quelque chose qui me pèse, tant que ça, tu vois? Il y a les tâches que vraiment j'aime pas faire, je les ai déléguées direct, tu vois? Par exemple, Ah, je t'ai ok. parlé de l'Amazon Ads, je l'ai complètement délégué. J'ai délégué complètement ma compta, j'y touche pas du tout. J'ai une CM pour m'aider sur LinkedIn. Là, je suis en train de Community refondre mon manager. site. Mm. Ouais, pardon. Je suis en train de refondre mon site, pareil, j'ai fait appel à quelqu'un. Pour, pour mon livre, il y a certaines tâches que j'ai déléguées aussi, tu vois, des trucs administratifs du Mm. type le formatage pour que ça soit accessible sur Kindle, tous ces trucs-là D'accord. pour lesquels ça m'intéresse pas d'apprendre parce que Ouais, c'est intéressant, apprendre à c'est cool. formater au Kindle, ça Mm. m'intéresse pas. Mm. Donc je délègue quand même pas mal de trucs, tu vois. Ouais, mais Euh, t'es à l'aise avec ça. Il y en a qui ont peur hein, de ça. Là, on mm, voit que tu es à l'aise, quoi. C'est quelque chose que tu as compris très tôt, visiblement, hein, de ce que j'entends en tout cas. ouais, Mm. bah, en fait, alors j'adore apprendre, j'adore, mettre les mains dans le cambouis, j'adore faire plein de trucs. Par contre, si c'est une tâche pour laquelle je sais que je vais prendre aucun plaisir, que potentiellement je vais pas faire très bien, qui va me prendre beaucoup plus de temps que, si je le délègue, typiquement, la compta. Mm. J'ai mais en horreur le site de compta, du Mexique, c'est une catastrophe, tous les mois ça change, de design, c'est impossible de enfin, je déteste. Donc ça me file de l'urticaire à chaque fois que je sais que je dois m'y connecter. Mm. Bah, j'ai Mm. pas à m'imposer ça, tu vois? Je Heu, comprends, j'adore. donc ça et puis même dans ma vie quotidienne, tu vois, je j'essaye de déléguer pas mal de trucs. Alors au Mexique, c'est beaucoup plus facile aussi, mais j'ai une personne qui vient m'aider pour le ménage, une personne qui m'aide pour Mm. le jardin, quand il y a besoin de faire des gros travaux, des choses comme ça. Donc j'ai vraiment aucun problème à me dire: «Bah, non, vas-y, je vais le Ouais, déléguer, c'est cool. je vais utiliser mon temps pour faire autre chose, quoi». Là, c'est souvent une difficulté que je constate, moi. Des entrepreneurs qui attendent trop avant de déléguer, et du coup, malheureusement, le mur vient trop vite et ça peut être compliqué. Donc, c'est pour ça que je te Ouais, ouais. demandais, enfin voilà, c'est quelque chose que tu as vite compris sans faire des dizaines de milliers d'euros chaque mois. Tu as très vite compris qu'il fallait déléguer, qu'il faut choisir ses combats, comme j'aime dire. Ouais, 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 carrément. Et puis finalement, enfin, ça t'apporte une tranquillité d'esprit. Enfin, tu vois, moi, ma Mm. community manager, euh, ça m'a libéré un temps, mais de dingue, quoi. Et par Mm. contre, tu vois, je l'ai pris, elle était junior, et on a fait un onboarding vraiment poussé. C'est-à-dire que pendant, je pense, 10 jours, tous les jours, on était en visio pendant 1 heure et Mm. on se faisait la session ensemble, tu vois. Ok. Donc, je lui avais fait un Notion avec toutes les guidelines qui étaient importantes pour moi. Je lui ai fait des tableaux, genre les copains LinkedIn, les Mm. gens qu'il faut un peu Ok. traiter de telle façon ou de telle autre façon. Tu vois, je lui ai vraiment fait un Mm. document qui est carré. Je lui ai mis tous les liens qui étaient importants pour moi, le type d'expression que j'utilise. Tu vois, je lui ai vraiment Ok. facilité le travail pour qu'elle puisse rentrer dans mon univers et Mm. utiliser la façon dont moi je parle, parce que je suis quand même assez nature, je vais tutoyer, je vais faire des jeux de mots, je vais pas hésiter à utiliser Oui, l'humour, des garder fois le être un mode. peu piquante, Mm. etc. Mm. Bah, ça demande, mine de rien, tu vois, un petit peu d'adaptation. Donc, j'ai investi pas mal de temps pour qu'elle puisse vraiment se mettre dans ma peau. Et maintenant, enfin, grosse fierté, Mm. ma mère a créé un compte LinkedIn juste pour lire mes posts. Ouais. Euh, et des fois, en fait, elle me demande qui a répondu aux Ah commentaires. oui, ouais, je comprends. Donc, si ma mère peut pas reconnaître ma CM et moi, Mm. c'est que le C'est travail est bon, bien c'est fait, tu vois. validé. Ouais, c'est Ouais, clair. Non, mais c'est ouais, cool. ouais. Et le onboarding, donc l'intégration, au niveau les freelances, tu vas sur des sites particuliers, tu as des conseils là-dessus pour les personnes qui veulent commencer à déléguer, qui n'ont pas forcément un gros budget, ou comment tu gères le recrutement, si j'ose dire? LinkedIn. Alors moi, je Ouais, passe ma vie LinkedIn. sur LinkedIn, hein, donc Ok. bah, en fait, tu sais, enfin, je passe quand même, même si, comme je te disais, j'ai quand même délégué une bonne partie, Mm. je suis quand même sur LinkedIn. Alors moi, j'utilise pas du tout les réseaux sociaux, tu vois? Je suis pas sur Insta, je suis pas sur Facebook, je suis pas sur TikTok, sur Snapchat, et cetera. Mon réseau Ok. social, c'est LinkedIn. Donc si je suis aux toilettes pendant 5 minutes, c'est sur LinkedIn que je vais venir scroller. Mm. Hem
Donc, mine de rien, tu crées des liens avec des personnes et maintenant, j'ai quand même un réseau qui va me permettre de répondre à un petit peu tous les Oui. besoins. Ouais. Ok. Donc, Ok. non, c'est une bonne chose. Dernière question avant la quatrième partie. Quand tu as des moments de moins bien, comment tu gères? Tu as des moments de moins bien quand tu es toute seule, j'imagine, ça peut arriver quand même ou comment tu gères cette partie-là? Je vais à la plage. J'habite à 100 mètres de la Ouais, plage. ok. Tu coupes quoi et Donc, ouais, grande chance. Heu, ou alors je vais sur le toit de ma maison. J'aime trop. C'est très bizarre, d'accord. mais Mm. j'adore. Moi, ma maison a un toit plat et du coup, ça te donne une perspective complètement nouvelle sur le quartier, tu vois? Parce que, j'ai une vue que j'ai pas, depuis la rue et Mm. ouais, donc soit je vais sur le toit, donc c'est calme, tu entends plus rien, tu vois les choses Ouais, de je façon comprends. différente, soit je vais à la plage. Il y a des fois où tu as des moments de doute, j'imagine, parce que c'est quelque chose dont on parle pas, tu vois, on voit le bon côté, etc. Mais t'as eu ou t'as encore des moments de doute aujourd'hui? Non, Ah maintenant, tout ça le y est. temps, bien sûr, évidemment. Ouais, Oui, bien sûr, tu vois, il y a tout le temps et puis en plus, en SEO, c'est typiquement, une expertise où tu dois en permanence te questionner, te repositionner, remettre en question ce que tu sais et cetera donc oui, 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 bien sûr, je suis toujours en train de douter. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Est-ce que, j'ai fait correctement? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je devrais lancer ci ou ça? Enfin, tout le temps, bien sûr, ouais. ok. La partie mindset, maintenant, est-ce qu'il y a des choses que tu ne souhaites pas dans ta vie? Des choses concrètes où tu t'es toujours dit, ça, je veux vraiment pas, quoi. Est-ce qu'il y a des choses qui te. Ouais. Eh ben, je veux pas, déjà, tu vois, j'essaye vraiment de virer les gens qui m'apportent du négatif. Donc les gens qui vont, être toujours en train de se plaindre ou les gens qui vont essayer de tu sais, d'une façon ou d'une autre, de pomper ton énergie ou des trucs comme ça, j'essaye de m'en tenir un peu, éloignée, mine de rien. Hem Qu'est-ce que je veux pas? Je veux pas, de stress inutile. Donc pour l'instant, je m'en fous encore pas mal du stress, mais j'essaye de m'en libérer, le plus possible. C'est pas toujours, facile, tu vois? Mais j'essaye de m'en libérer le Ça t'est plus arrivé possible. arrivé de refuser des clients parce que tu la sentais pas? Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a même Tu un leur dis client. quoi? Mm. Alors, par exemple, là, ça m'est arrivé plusieurs fois, parce que je me sentais pas compétente sur le projet. J'ai aucun problème à dire au client ou au prospect, écoute, je pense que je suis pas la bonne personne pour toi parce que j'ai pas les compétences qui sont nécessaires pour ton projet. Vraiment, c'est là-dessus, j'ai pas d'ego, tu vois. Je préfère vraiment rediriger, plutôt que de vouloir à tout prix vendre ma presta. Après, j'aime bien me challenger aussi, donc j'aime bien prendre des nouvelles problématiques, etc. Mais si c'est trop hors de mes compétences, je vais tout de suite rediriger vers quelqu'un qui va être plus spécialisé sur la question. Ok. Mais sinon, pour des questions, tu vois, de feeling, ouais, en, Mm. en tête, par exemple, j'ai un client, il avait signé le devis. Et en fait, à chaque fois que je devais interagir avec lui, j'avais une boule au ventre parce que j'aimais pas la façon dont il me parlait, parce que j'aimais pas la façon dont on interagissait l'un avec l'autre, tu vois. Et donc, je lui ai dit: «Écoute, je suis vraiment désolée, mais je pense que je vais, Mm. mettre fin à la presta avant qu'elle commence». Donc le devis avait été signé. On en était, tu Mm. vois, à la phase, où, je prenais en main les outils, où je regardais un petit peu ce qu'il avait déjà mis en place et cetera. Et en fait, je l'ai redirigé vers d'autres personnes, Mm. en lui disant que, je préférais mettre fin tout de suite parce que, Mm. j'ai pas envie, en fait, de m'imposer des trucs, Mm. qui me Alors mettent c'est mal. intéressant, mais du coup, tu l'as dirigé vers d'autres personnes, donc tu as dit, va voir Amandine Barthes, elle sera plus compétente. Non, non, je déconne. Non, j'ai Mais j'ai contacté des comment tu collègues en gères? leur demandant Ouais, si voilà. ça Mm. alors j'ai contacté les coll Mm. oui, des collègues ou comment on dirait ça? Des Oui. confrères, en leur Ouais, ok. demandant si le projet les intéressait et si, Mm. ils étaient OK pour que je leur file, le client, tu vois? Et j'ai été honnête avec eux, je leur ai dit: «Moi, je souhaite pas faire cette D'accord. mission-là pour X et Y raisons». Mm. Et donc après, j'ai transmis les contacts, au client. Et le client, parce que c'est intéressant, hein, là je vais dans le détail, parce que pareil, c'est des sujets, je trouve qu'on n'aborde pas. Et tu vois, moi-même, ça m'intéresse. Là, je me dis, tu lui as dit honnêtement, le gars, tu lui as dit, écoute, c'est que forcément, ça se tendait un petit peu dans vos relations, et toi, tu commençais, tu avais la cocotte minute, c'est ça qui commençait à bouillir, et tu lui as dit, Non, écoute, alors, non, comment tu gères ça je pense politiquement, c'est pas que évident, quoi. Mm. c'était pas évident du tout, je t'avoue que j'avais la Mm. boule au ventre au moment d'envoyer le message. Mm. Non,
je pense que de son côté, tout se passait bien, en fait. Mais moi, si tu veux, enfin, le gars, par exemple, m'a mis 3 lapins pour des rendez-vous. Et puis, sans aucune excuse, il m'a juste dit: «Ah, bah, je reprogramme». Ah ouais, mais enfin, si tu veux, moi, mon agenda, il n'est pas non plus ouvert en Ah permanence. oui. Au moins une petite excuse, tu vois. Je comprends qu'il puisse y avoir un manqué, Ok. il y a pas de problème là-dessus. Mais bah, j'estime que mon temps a autant de valeur que le tien et que juste, ah, je suis vraiment désolée, j'ai eu un souci technique, est-ce que ça te dérange si je reprogramme? C'est tout Bien de sûr. suite une autre approche que ah, bah ouais, bah du coup, je reprends rendez-vous, tu vois? Ouais, Bah, je je trouve que vois c'est le pas très style. normal. Et donc, quand on Et parle à c'était tes vrai. confrères, tu les as, excuse-moi, je t'ai coupé, tu les as prévenus du coup de ça quand même? Bah, moi, je leur ai dit que voilà, j'aimais pas la façon dont on Hmm. communiquait et dont c'était en train de se lancer. Et je Ok. sais plus ce que j'ai dit exactement au client, je me rappelle plus. Je lui ai pas dit que je me sentais traitée comme une merde, mais voilà, je sais plus exactement ce que je lui ai dit. Mais, Ouais, je c'est pas m'appelle plus. évident hein, quand même à gérer. C'est pas évident, mais c'est pour ça que je te demande, parce qu'en fait, c'est Ouais, plus ouais. ça va avancer, plus tu vas muscler ton jeu, plus tu vas pouvoir te permettre de muscler ton jeu. Encore faut-il savoir le faire avec de la délicatesse sans prendre un mauvais feedback. Moi, c'est ma grosse crainte, hein, je te le dis, j'en parle souvent. C'est une des seules choses, hein, moi, ma crainte actuellement, quelle que soit l'entreprise, que ce soit la mienne ou pas d'ailleurs, euh, c'est mauvais feedback, mauvais retour, se faire dézinguer sur la place publique, pire encore dans les avis Google. Ouais. Bah, c'est pour ça Et que j'ai voilà, voulu le renvoyer vers des collègues. J'ai pas voulu lui dire: «J'arrête la mission, je te laisse avec d'accord, ton truc et tu te débrouilles», tu vois? C'était pour ça que c'était ok. quand même important pour moi Ah, mais de c'est lui top, proposer d'où une ma porte de question. sortie. Bien sûr, d'où ma question. C'est pour ça que c'est super. Et le sujet, pour moi, est vraiment dans le concret et c'est top, quoi. Euh, Comment tu gères les haters, justement? J'allais te demander le classique. Tu arrives à bien gérer, très franchement, déjà en ressenti, en émotion personnelle, premier point, on va dire, quand tu vois le mauvais commentaire, le hater. Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que tu as appris à le gérer? Tu peux nous en parler un petit peu? Alors, j'ai la chance d'en avoir très, très peu. C'est vraiment anecdotique. J'en ai presque jamais. Et dans la vie de quotidienne, je suis très sensible, je vais tout prendre à cœur, et cetera. Mais avec les haters, ça me fait un peu plus rire, en fait. Je le prends pas personnel parce que ils vont attaquer ce que j'ai dit ou ils vont attaquer ce qu'ils pensent connaître de moi, mais c'est pas, tu vois, même si je suis complètement vraie sur les réseaux sociaux, et cetera, Mm. ça reste ce que j'ai envie de montrer, tu vois? Donc je le prends pas mal parce que déjà c'est très rare et en plus parce que je me dis qu'ils ont probablement autre chose à faire, quoi. Et si c'est quelqu'un qui va venir régulièrement, je le bloque, en fait. Ouais. Voilà. Ouais, ça c'est intéressant quand même ce que tu dis. Parce que tu vois, pour le coup, Amandine, de ce qu'elle disait, ça l'affectait beaucoup plus. Moi, j'en ai beaucoup hein, quand même qui ont Ouais, du non, mal à mais gérer. elle a eu des menaces de mort et tout, c'est autre chose, Ah, hein. mais justement, ouais, mais la question c'est pourquoi? Je suis sûr que tu as dû y réfléchir à ça. Pourquoi elle a eu ça alors que toi, tu en as très peu? Il y a des enseignements. Encore une fois, je ne suis pas dans un concours bête, tu vois. C'est comment C'était se pas le même fait-il réseau dans sa social. façon d'écrire? Elle, c'était sur Twitter et moi, c'était sur Ah, LinkedIn. intéressant. Ah, mais tu vois, c'est une vraie réponse. Tu vois, j'avais pas analysé jusque-là et ok, Elle, c'était ok, sur ok. Twitter. Parce qu'elle en parle souvent et les agences notamment, ouais, elle se fait descendre en fait en vulgarisant. Je me dis comment se Mmh. fait-il que tu aies peu de haters? Moi j'en ai peu connu, mais j'ai pas de souci avec, mais voilà. Et je pense que dans le ton qu'on utilise, tu vois, c'est super intéressant, je pense, tu vois, de se dire à quel moment on provoque trop sans même s'en rendre compte, hein, parce qu'on s'amuse pas à provoquer bêtement. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En plus, d'un côté, on Ouais, dit qu'il ouais, faut être ouais. clivant, il faut pas hésiter à. Et, donc voilà. Et alors, je vais te demander quoi? Est-ce qu'il faut, ouais, comme, je me suis noté, est-ce qu'il faut souffrir pour réussir? Bah, j'ai une petite idée de ta réponse. Tu t'es quand même, enfin là-dessus, tu es un peu de l'ancienne école, quoi. Tu mouilles le maillot, Ouais. tu mets les mains dans le cambouis pour être sereine un peu plus tard, quoi. C'est ça? Bah oui, en fait, moi, je pense vraiment que le succès, du jour au lendemain, il prend des années, quoi, pour, tu vois? Ouais, je C'est-à-dire comprends. que c'est toutes les petites actions que tu vas faire, pour en arriver à un point, que qui est considéré comme successful, qui vont Mm. avoir de l'impact. Mais il y a je pense qu'à part, les héritiers, jamais personne, n'est arrivé à sa place, un beau matin, Oui. quoi. Donc Mm. oui, je pense il faut mouiller le maillot, et il faut y aller, quoi. Il faut charbonner si tu veux prendre ta place et si tu veux, être, reconnu, comme quelqu'un de compétent et si tu veux, si tu veux faire des choses, il faut les faire, quoi. Enfin, ça va pas se faire Bah, tout du seul. coup, enfin, moi, ça m'impressionne hein, quand même. Mais du coup, il y a plein d'enseignements, mais tu es quand même une fonceuse, etc. Du coup, tes pensées limitantes, c'est quoi? Sur quoi actuellement tu dois travailler
là-dedans pour quels sont tes freins quoi, actuellement? Sur quoi tu dois encore travailler? Je parle pas de la partie, comme tu disais avant, de timing, de déconnexion. Je parle vraiment en partie mindset, etc. Ouais, C'est quoi ouais. actuellement encore tes pensées limitantes? Et ben, je me demande toujours, tu vois, si je suis, légitime. Alors, d'un côté, je vais toujours dire que, chaque personne a quelque chose à apporter et que tu es toujours l'expert de quelqu'un d'autre et cetera. Et puis d'un autre côté, bah, parfois, je me dis: «Mais pourquoi les gens me contactent?» Il y a certaines personnes qui ont, 15 ans d'expérience et cetera, bah, ils sont peut-être, tu vois, plus légitimes pour les accompagner. Et en fait, je pense que ça se fait aussi beaucoup sur le feeling parce qu'on n'a pas du tout la même façon de communiquer et cetera. Et ouais, c'est plus ça, tu vois, il y a pas longtemps, j'ai reçu un message de quelqu'un qui est assez, bien implanté dans le SEO et que j'admire pour être un expert très reconnu et tout, et qui m'envoie un message en me disant: «Je te félicite pour ce que tu fais», et moi je suis là, mais C'est j'ai cool. envie d'encadrer le message, tu vois? Mmh. Ouais, c'est Parce chouette. que je me dis, en fait, j'ai l'impression que ça a toujours été le cas pour moi, j'ai l'impression que ce que moi je fais, tout le monde peut le faire et qu'il y a rien d'extraordinaire et que, finalement c'est très simple, quoi. Mmh. Hem Et donc ça remet en permanence en cause, le chemin que je fais et le fait que, bah, finalement, oui, j'ai travaillé pour, que ça soit facile. Mais Mmh. ça, c'est pour tous les aspects de ma vie, tu vois? Comme je te disais, j'ai construit tous les meubles de ma maison, j'ai rénové ma maison seule, hem et en fait, quand j'en parle autour de moi, les gens, ils ont des yeux écarquillés en mode: «Mais c'est incroyable!» Oui, Bon, c'est bah, vrai. moi, j'ai regardé 2 tutos sur YouTube et puis j'ai appris à fabriquer une table, tu vois? Ça me paraît pas extraordinaire, ça me paraît vraiment à la portée de tous. Mmh. Et en fait, bah, en discutant avec les gens, je me rends compte que c'est peut-être pas tant à la portée de tous que ça, et c'est peut-être juste que j'ai une faculté à me lancer dans des nouvelles choses ou pas à pas avoir peur d'apprendre, ou enfin, je sais pas, tu vois, vraiment d'où ça vient. Mmh. Mais ouais, ça, c'est un gros truc sur lequel je dois travailler, de légitimer, ce que je sais faire. Mmh. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Et moi, je vais te faire une confidence, c'est en fait, c'est ce qui a permis ta qualité. Tu sais, tu as dit tout à l'heure, moi, j'hésite pas à dire si je me sens pas prête, parce que légitimité, c'est autre chose, à faire ci ou ça. On en avait parlé avec mon webmaster, etc. Enfin, sans rentrer dans le détail. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est de te dire, ouais, attention sur ça, voilà, je pourrais pas te prétendre ci ou ça. Tu sais, dans le SEO et dans les pubs, c'est pareil, les pubs payantes, c'est souvent quand même qu'on promet, je dis toujours, on promet 8 et puis ils délivrent seulement 6, tu vois. Et je pense que toi, tu es dans la dynamique justement de promettre 8 et de livrer 9, tu vois. Enfin, de promettre même 6 et de livrer 8 ou 9, tu vois. Et, Ouais, j'essaye toujours de ça c'est chouette. surdélivrer. Ouais. Mais c'est vrai qu'à premier J'essaye abord, on toujours. pourrait se dire bah, la légitimité, l'expérience. Enfin, moi, je juge beaucoup là-dessus en plus, hein, je te le dis honnêtement, Mmh. parce que justement, on pourra en parler dans la dernière partie. J'ai de plus en plus du mal, alors c'est sûrement parce que je vieillis, mais sur la légitimité, tellement à pignon sur rue, tu as énormément d'agences ou qui se prétendent, tu sais, qui vont prétendre révolutionner ton business, te faire faire plus 100, etc. Enfin, tu sais, de la poudre aux yeux. Et c'est super dur pour nous, entrepreneurs, de faire le tri, tu vois, et de trouver des pépites, bah, Mmh. justement comme toi. Et, et du coup, j'ai ressenti ça. En fait, le premier point, j'ai ressenti ce petit doute de légitimité. Donc ça, je pense que ça peut se gommer, ça se travaille. Et à mon avis, tu le fais sans même te rendre compte, à fur et à mesure, bah, justement, que tu acquiers de l'expérience. Par contre, le point positif, c'est que c'est grâce à ça que je me suis dit, ah non, mais c'est top, quoi. En fait, c'est le principe du profil junior. Hein. Tu m'excuses, il n'y a rien de méchant, mais tu vois, ce côté profil Ah junior, non, mais pas de problème. on en parle avec beaucoup d'entrepreneurs. Moi, j'ai un entrepreneur, un coup, il m'a dit, mais cherche pas, enfin, je cherche que des profils juniors. Et j'en viens à me dire qu'en fait, le profil junior, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Tu vois, que la base soit saine, l'envie soit là, la connaissance théorique soit là parce que tu as bûché Mmh. avec les formations, etc. Et qu'après, on en revient, tu sais, à la fameuse, au photographe que je te disais, qu'après, ça soit limite le client qui va t'amener à dire, tiens, je voudrais que tu ailles là. Parce qu'on sait que derrière, tu vas bûcher de ton côté pour acquérir encore un peu plus de compétences, aller à tel endroit. Enfin, tu vois, construire un peu le truc ensemble, tu vois. Mmh. Et puis en plus, qu'on soit entre nous, qu'on soit clair, et c'est pareil avec des gens, des fois, qu'on sponsorise et tout ça, pour avoir travaillé pour des marques, c'est qu'une fois que tu es, blindé, que tu es full, un peu comme un médecin ou je sais pas, un resto, je veux dire, les prix sont plus les mêmes. Et après, tu peux te permettre de dire non, par contre, je peux pas, ou j'ai plus de place avant tant de temps. Donc, pour nous, entrepreneurs, c'est intéressant aussi de déceler ces pépites, au même titre que si on recrutait quelqu'un en CDI, de déceler ces pépites pour faire le chemin ensemble, tu vois. Et c'est pour ça que je te le partage, parce que je l'ai ressenti. Et en même temps, je trouve que c'est ce qui est vachement valorisable au final chez les freelances. Et d'ailleurs, j'ai à parler, j'ai à dire là-dessus.
Parce qu'aujourd'hui, avant, on est passé de freelance égale un peu précaire, tu vois, c'est un peu l'intermittent du spectacle, à un truc où justement, moi, en tout cas, mes entrepreneurs, c'est, bah non, justement, je sais que je ne vais pas me faire assassiner au niveau du prix. Et en plus, la pépite, dans 5-10 ans, elle est pleine d'énergie, elle va progresser énormément. Et j'aurai, quelque part, grâce à un freelance, aujourd'hui, bah, d'ailleurs, Amandine, elle est sûrement rentrée directement chez Wallaxy en CDI, enfin, je ne sais pas, mais je veux dire, quelque part, il y a des freelances qui sont capables quasiment d'être à l'origine d'un succès d'une entreprise. Toi, dans le SEO, très franchement, si demain, tu prends une petite start-up qui démarre, tu lui construis tout son site d'un point de vue SEO et qu'elle a une autre personne sur l'acquisition payante qui est aussi forte que toi, bah, le CEO, aujourd'hui, il a juste après à processiser et tout ça, enfin, à travailler sur le reste. Mais tu peux imaginer que deux freelances soient à l'origine du succès d'une grosse boîte qui pourrait être valorisée des millions d'euros, tu vois. Bah oui, 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 carrément. Donc voilà. Sur la dernière partie, il y en a un qui a besoin de faire une pause. C'est l'heure du kitesurf. Non, je sais pas. Il doit y avoir un chien qui passe dans la rue. J'allais te demander un petit peu. Alors, question, on en a parlé un peu au préalable et je pense que ça peut être intéressant. C'est ce que tu penses de la place de la femme justement dans l'entrepreneuriat. Toi, tu as un bel exemple parce que tu es fonceuse, parce que plein de choses intéressantes. D'ailleurs, dans le SEO, il n'y en a pas tant que ça au final. Tu m'as parlé d'Amandine, mais ou même dans les agences de manière générale. Moi, tous les interlocuteurs que j'ai, donc quand je dis agence, c'est clairement l'acquisition payante, le SEO, tu vois ce que je veux dire, les agences marketing. Il y a quand même très peu d'interlocuteurs, d'interlocutrices, quoi, du coup. C'est énormément d'interlocuteurs. Il y en a quand même, hein. Il y en a pas mal. Tu vois, par exemple, il y a l'agence Flair qui est fondée par deux femmes. Il y a Amandine. Il y a beaucoup de... beaucoup, non. Mais il y en a plus que ce qu'on ne croit. D'accord. Il y en a plus que ce qu'on ne croit. Et par exemple, tu vois, je ne sais pas si tu connais le podcast Position Zéro, qui est... Le nom, mais non, je ne vois pas. C'est un podcast SEO et en fait, ils n'ont pas fait exprès, mais ils ont eu la parité exacte sur leurs invités. Donc, ça veut bien dire que, tu vois, il y a quand même des expertes dans ces milieux-là. Mais justement, c'est marrant que tu poses la question parce que j'ai fait un post récemment sur le sujet. En fait, j'ai posté un message pour dire que la parité me saoulait un peu parce que je fais partie d'un groupe de différents confrères et c'est que des hommes, il y a 10 hommes et moi. Et il y a eu un post qui a été mis en ligne pour promouvoir un podcast qu'on allait faire et il y a eu beaucoup de messages pour dire que c'était que des hommes et que c'était pas bien, où étaient les femmes, etc. Oui. Et en fait, je trouve très dommage que le genre entre dans le prisme de sélection. Si tu veux, moi, je veux pas être choisie parce que je suis une femme, je vais être choisie parce que je suis compétente, parce que j'ai des choses à apporter au groupe. Et donc le post que j'ai fait était sur ce sujet-là. Et en fait, j'ai eu autant de réactions de gens qui m'ont dit « mais merci beaucoup de dire ce que je pense », que de personnes qui ont été absolument outrées par mon message, parce que c'est complètement inadmissible d'avoir des propos comme ça, que ça invisibilise les femmes, etc. Mais en fait, j'ai l'impression qu'en instaurant des quotas, par exemple, tu vas en fait venir artificiellement offrir des places aux femmes. Alors, on va toujours se demander est-ce qu'elle est là parce qu'elle est femme ou est-ce qu'elle est là parce qu'elle est compétente. Et moi, j'ai pas envie d'avoir ce doute en fait. Donc, c'est peut-être encore une fois de mon éducation et de ce que j'ai fait dans le passé, mais moi, je me suis jamais sentie diminuée, plus fragile, moins capable parce que j'étais une femme que parce que j'étais un homme. Enfin, en fait, vu que j'ai jamais vécu ces difficultés et ces obstacles-là, en fait, on en revient un petit peu au revers de la médaille de tout à l'heure. J'ai l'impression que tout est facile pour moi, alors que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et en discutant avec toutes ces femmes, c'était principalement des femmes qui ont apporté leur point de vue, je me suis rendu compte que ma réalité n'était probablement pas la même que celle des autres. Mais je reste quand même sur mon point de vue que si tu veux, tu
peux quand même atteindre de grandes choses et que c'est pas plus difficile parce que c'est une femme, quoi. C'est plus difficile parce que tu as des barrières mentales qui t'empêchent de te C'est ça. projeter sur des trucs qui sont grands. Mais en vérité, Bah, t'as un bel exemple là-dessus. Hein. Enfin, c'est comme tout à l'heure, tu as dit, ah, ça doit pas être si évident au final, vu ce qu'on me dit, c'est quand tu fais tes meubles et tout. Ah si, tu l'as dit toi-même, en fait, tu as les vidéos sur YouTube. Donc, enfin, tu vois, à un moment donné, tu as fait juste appliquer. Bah, tu vois, tu es juste allé chercher l'information, etc. Et c'est vrai on en parle avec des amis entrepreneurs, des hommes, des fois à se demander même, on parlait de légitimité et tout ça, des entrepreneuses qui sont sur le devant de la scène, je ne vais pas en citer, parce qu'au final, il n'y en a pas tant que ça, je parle de LinkedIn, etc. Et des fois, on se dit, si on est objectif, vraiment objectif, c'est-à-dire on enlève la photo, la personne, etc., il y a des fois, on trouve ça plat. Et en fait, ça cartonne, mais des fois, on se dit, est-ce que ça ne serait pas justement parce qu'elles sont peu nombreuses et que parce qu'elles ont été poussées, parce que c'est une femme, qu'elle est belle, etc. Est-ce que ça cartonne pas pour ça? Tu vois, on en vient même à se poser cette question. Alors que moi, j'ai envie d'être purement objectif, de me boucher les yeux, de lire seulement le contenu, de voir le travail et de me dire, wow, putain, on voit du lourd, quoi. Enfin, tu vois, indépendamment du sexe, quoi, tu vois. Et Ouais, donc, ouais, moi, je suis plutôt assez d'accord avec toi là-dessus, quoi. C'est le principe de discrimination positive après, hein, de se dire en exactement. avant. Et c'est triste, quoi. Exactement, c'est ça. Et tu vois, dans les commentaires que j'ai reçus, alors ça m'a on parlait des haters tout à l'heure, sur ce post-là, il y a eu énormément de réactions. Par contre, je me suis jamais sentie, attaquée, même si les personnes étaient complètement à l'opposé de mon point de vue parce que ça restait quand même, toujours, constructif et dans le débat. Donc même si les personnes étaient ouvertement à l'inverse de ma pensée personnelle, j'avais pas l'impression qu'on m'insultait ou etc. Tu vois, donc ça c'est quand même agréable sur ce réseau-là. Et il y a un commentaire qui m'a fait un peu réagir parce que la personne a dit je comprends que tu sois fière d'avoir été invitée dans ce podcast en tant que seule femme au milieu de 10 hommes. Et je lui ai dit, mais je ne suis pas fière d'avoir été invitée dans ce podcast en tant que seule femme au milieu de 10 hommes. Je suis fière d'avoir été invitée dans ce podcast. C'est tout, tu vois. Ouais, c'est ouf, quand même. Et le fait qu'elle se sente obligée dans le débat de venir rajouter ça, je me suis rendu compte que vraiment, tu vois, on avait une différence de position sur le sujet. Parce que pour moi, c'est pour le coup vraiment pas un sujet. Je ne vais pas me demander est-ce que je parle avec un homme, avec une femme, avec une personne de couleur, avec un jeune, avec un vieux. Enfin, ça ne m'intéresse pas, en fait, tu vois. Et je trouve ça un peu dommage de le rajouter dans le filtre, quoi. Mais bon. Ouais, je comprends, ouais. Du coup, qu'est-ce que tu penses de tu sais, je t'en ai parlé de la clique. Alors là, on est plus dans tout ce qui est business, argent facile. Donc, tu pourras me dire, donner ton avis là-dessus, sur ce sujet. Mais je pense à la clique, bah, forcément, Oussama Hamar, j'en ai parlé, Yomi Denzel et compagnie. On parlait de Benoît Dubos ensemble, qui traînent, qui tirent vachement sur LinkedIn, etc., la lumière sur eux. Alors, quid de leur légitimité? Ça, on pourra en discuter. Après, on n'est pas obligé ici. Mais tu vois ce que je veux dire? Est-ce que pareil, si on enlève un peu toute la poudre aux yeux, etc., qu'est-ce que tu penses de ces quelques personnages, on va dire, qui bloquent les projecteurs sur eux, quoi, en quelque sorte? Tu penses quoi, toi, la LinkedIn sphère, on va dire? Parce que tu es quand même plus experte que moi sur ce réseau social, visiblement. Ah bah, ça reste un réseau social, hein, donc il y a des codes. Moi-même, j'en joue, hein, j'essaye d'utiliser les choses qui fonctionnent. Je pense que, ils ont tout à fait raison de mettre, enfin, tu vois, ils ont créé leur marque, ils auraient bien tort de pas en profiter. Après, à chacun de faire, ses devoirs pour savoir, ce qu'ils achètent. Si tu rêves, d'aller, manger avec Oussama Hamar et ben, grand bien te fasse. Mais il faut savoir ce que tu vas acheter, en fait. Donc je pense que ces entrepreneurs, bah, ils ont raison de surfer sur, la facilité qui leur est, proposée grâce à l'image qu'ils ont construite, grâce, bah, à ce que leur permet internet, en fait. Ils sont assis sur une mine d'or, ça serait dommage de pas se baisser pour ramasser. Après à chacun, à chaque client et à chaque personne qui va acheter les formations, les bootcamps, les machins, de se renseigner un petit peu sur ce qu'il y a derrière et sur le produit qui est acheté, quoi. Toi, tu as des formations actuellement qui sont ouf et clairement où les mecs sont pas sur LinkedIn. Parce qu'à un moment donné, on en vient, tu vois, c'est presque biaisé. Enfin, moi, je le dis des fois, encore une fois, là, je raisonne sûrement comme un vieux, mais
moi, j'ai plus d'entrepreneurs qui réussissent, au-delà de l'argent, tu vois, qui réussissent en tout cas à leurs yeux et aux miens, et qui ne sont pas sur LinkedIn. Donc, j'ai plus d'entrepreneurs qui ne sont pas sur LinkedIn qui réussissent que des entrepreneurs qui sont, enfin, tu vois, qui sont sur LinkedIn, quoi, en gros, ouais, voilà, tout simplement. Tu vois, Bah, parce que je pense que ça va dépendre de tes objectifs. Si tu es un entrepreneur mm. qui réussit sans LinkedIn, c'est parce que tout simplement, tu as pas besoin, tu vois, de développer ta marque Ah employeur, par ouais, exemple. bah, c'est ça qui est intéressant. Mais si tu as pas pour projet de faire grandir ton business et justement d'avoir une marque employeur forte, tu as pas besoin Mm. d'aller sur LinkedIn, tu vois? Je pense que ça dépend vraiment de quel est ton objectif business derrière. Mais oui, il se passe plein de choses aussi, hors LinkedIn. Par exemple, bah, tu vois, tous les experts très techniques, de LinkedIn, tous les, Sylvain Perronnet et cetera, bon, il a un compte LinkedIn, il est pas sexy, quoi, Ouais, c'est pour ça que je te demande, et c'est intéressant. pourtant, mais parce que sur LinkedIn, ça va être plus, grand public. Par exemple, pour le SEO, Mm. il y a très peu de tips, vraiment très techniques sur Oui, LinkedIn. C'est beaucoup plus grand public, c'est beaucoup plus, pour montrer tes résultats ou pour justement te créer une marque personnelle et cetera, que pour aller venir partager des tips techniques. Ça se fait plutôt en off. Alors, il y en a un peu sur Twitter, mais sinon, ça va être sur des Discord, sur des groupes WhatsApp, et cetera. C'est un peu plus, des d'accord. communautés fermées, quoi. Et si ton produit est bon, est-ce que tu ne te dis pas, si ton produit est bon, au début, Mmh. ok, je dis pas, faut former la boule de neige, pourquoi pas, tu vois, prospection, tu es obligé de montrer ce que tu fais, c'est ce que tu as fait, tu l'as prouvé, etc. Mais si ton produit est bon, à un moment donné, est-ce que le bouche-oreille ne suffirait-il pas, au même titre qu'un produit physique, comme on l'a toujours vécu, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Bah, Mm. si, pourquoi pas? En fait, Mm. encore une fois, ça dépend un peu où sont tes clients, tu vois? Il y en a qui vont faire du Google Ads, il y en a qui vont faire du Insta, il y en a qui vont moi, par exemple, je fais full LinkedIn, Mm. bon avec la newsletter, mais parce que mes clients sont dessus, parce que c'est un réseau qui me plaît et cetera, mais c'est pas du tout une obligation, quoi. D'accord. Donc toi, demain, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, clairement, demain, tu garderais LinkedIn au moins pour le plaisir du partage, indépendamment de tes revenus, etc. C'est ça? Ouais, et puis parce que ça m'apporte vraiment des opportunités que j'aurais jamais eues sans, tu vois? Mm. Il y a des gens qui D'accord, oui. viennent me chercher pour, participer à des events ou pour faire Mm. des collaborations Oui, qui, ok. moi, me stimulent vraiment et Mm. que j'aurais jamais décroché sans LinkedIn. Donc Mm. ne serait-ce que pour ça, pour moi, c'est super intéressant d'être sur le réseau, ouais. Ok. Dernière question, et après je te laisse tranquille, comme ça on arrivera à rester sur le créneau des 2 heures, sous le créneau. Ouais. Un ou deux entrepreneurs, enfin un ou trois entrepreneurs, je sais pas, mais au moins un qui t'inspire le plus actuellement. Tout confondu, enfin tout business Hem, confondu. Mm. ouais, un entrepreneur, retraité alors. J'aime Vas-y, mais beaucoup vas-y. Yvon Chouinard, le créateur de Patagonia. Ça te parle? D'accord. Ouais, bien sûr, hein, Patagonia, tiens. tu dois connaître évidemment, marque outdoor, tu vois? Tu connais un peu son parcours ou pas? Bah non, je connais son mindset de ce qu'il fait au niveau gestion dans son entreprise. Enfin, c'est assez fort. Il a des vraies choses factuelles sur le Ouais. partage des richesses, notamment. Le parcours, non. Enfin, non. Tu peux nous en dire un peu En plus, fait, à toi, la base, Patagonia. c'était un grimpeur et Mm. il grimpait énormément, notamment avec le fondateur, si je dis pas de bêtises, de The North Face, tu vois? Ils ont monté les deux boîtes ensemble un peu et donc c'était un grimpeur et il s'est rendu compte que, la pratique, d'escalade abîmait les parois rocheuses parce qu'on laissait en fait les pitons, je crois que ça Et s'appelle, Python, c'est ça. Python et sur, magnésium. Mm. sur les parois. Et du coup, il a développé des produits que tu pouvais enlever en fait. Alors, je te donnerai pas les détails techniques parce que je ne grimpe pas moi-même, mais il a commencé à développer ces produits pour lui-même et il les a développés pour qu'ils correspondent parfaitement à ses besoins à lui personnellement. Et puis il a commencé à avoir des demandes de la part de ses potes grimpeurs, c'est devenu comme ça et tout. Donc à la base, c'était juste une marque de pitons d'escalade. Il faisait rien d'autre. Et puis, finalement, de fil en aiguille, il a développé un peu toute sa boîte comme ça pour d'abord répondre à des problèmes personnels et essayer de créer le meilleur produit avec le plus faible impact sur, l'environnement pour lui-même et ensuite il les a proposés comme ça et il a toujours, tu vois, eu une, bon alors il y a probablement un peu de storytelling et cetera là-dedans aussi, mais, il a toujours eu cette volonté de garder
un impact positif et il a refusé plusieurs fois de faire grossir la boîte dans des conditions qui lui convenaient pas. Et maintenant, il a 85 ans, je crois. Et en fait, Mhm. il a légué tout son patrimoine, donc ça se pèse en milliards, à une fondation qu'il a créée qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais qui œuvre en fait comment on dirait ça, pour le bien-être de la terre, si tu veux. Mhm. Donc, il a légué toutes les entreprises de sa boîte. En gros, il a légué sa boîte à la nature. Ouais. Et je crois qu'il peut même pas au niveau dividende, c'est assez fou. Il a mis des clauses en gros dans les statuts, Mm. etc. pour ne pas. Enfin, il a tout un tas de choses qu'il a mis où en gros c'est cadenassé quoi. Tu vois, il n'y a pas de risque qu'ils prennent Ouais. plus de temps, qu'ils gagnent. Mm. Je suis un grand fan de cette marque, donc ça me fait d'autant plus Et en plaisir. fait, je trouve ça très cool, tu vois, de réussir à construire une marque qui est top of mind comme ça, Mm, qui est une vraie marque avec une vraie mm, valeur boursière, etc. Tu vois, je ne sais pas s'ils sont en mm, bourse, mais une vraie valeur pécuniaire en tout cas, mm, euh, tout en conservant son état d'esprit de base. Et lui, il a dit à de nombreuses reprises, c'est pas un entrepreneur, lui, c'est un mm, explorateur. Ce qu'il aime, c'est partir pendant 2 mois pour aller grimper les meilleurs sommets du monde. Et mm, sa marque s'est développée parallèlement à ça. mm. Et je trouve que c'est cool. Ouais, c'est clair. Ok, merci Nelly Et ben avec on va voir. plaisir, j'ai beaucoup parlé. Non, mais c'est top pour une fois. Moi, je parle un petit peu moins, je suis en retrait. Non, c'est super intéressant. Et puis, sur les invités, en plus, j'en avais besoin. Je ne me suis pas fixé de règles, mais j'avais besoin quand même d'avoir régulièrement des invités. J'en ai plusieurs dans les tuyaux, donc c'est cool. Et non, c'est super riche et c'est complet. Donc, non, je te remercie vraiment sincèrement. Je crois qu'on n'a pas besoin de préciser que pour te retrouver, il faut aller sur LinkedIn. Et après, on aura facile à trouver comment s'inscrire à ta newsletter, ton bouquin, etc. Donc, écoute, je te remercie. À bientôt. Je te laisse couper. Puis, bah, bonne journée alors au Mexique. Moi, j'allais me coucher. Et bah ouais, merci, bonne soirée à toi. Et puis c'était un vrai Mm. plaisir cet échange. Donc merci de m'avoir invité. Ça roule. Ciao.